Bon, on commence. C'est bon, Rachid? Oui, c'est bon, on commence, vas-y. Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter une conférence qui sera donnée par Abdelnour Abdeslam. استزوارها وقادر دي نستقبيليت la conférence كاس نخدم ستروميث سمحني وقادر هاد يبغى نخدم استقبيليت خاطر عطاسني ساعه داك ديال لاسوسياسيون كاين ديك ديال الزاس غير تابعا جيل القبايل دونك وفهمنا هذا قبايليت. Je voulais dire, on s'excuse auprès des personnes qui voulaient souhaiter peut-être la conférence en berbère, en kabyle. On la fera en français parce qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent et qui sont aussi adhérents à l'association, qui ne sont pas des personnes d'origine, qui ne sont pas berbérophones ou kabylophones. Voilà, c'est pour ça. Sinon, Abdel Abdeslam, lui, était prêt bien sûr à la faire en kabyle de A à Z. Donc, c'est nous qui lui avons gentiment demandé de nous la faire en français. Avant tout, cette conférence a lieu pour commémorer l'anniversaire du double printemps, le printemps berbère 1980 et le printemps noir 2001. Nous souhaitons, à travers cette conférence, parler de la genèse des événements de 1980, donc du 20 avril 1980, par un spécialiste. Donc, je laisserai même Rachid le présenter, qui le connaît aussi très bien. Abdelnour Abdeslam, il n'est plus à présenter. Un écrivain qui a contribué, parmi ceux qui ont contribué grandement à l'écriture, mais aussi à la diffusion de tout ce qui est autour de la culture berbère d'une façon générale, et kabyle en particulier. Nous le remercions d'avoir accepté sur le volet même notre invitation. C'est très sympa, il est très occupé, mais il a accepté de trouver une date ensemble pour qu'il puisse intervenir et nous éclairer sur ce pan de l'histoire commune. Aujourd'hui, quand on parle du printemps de fêté partout en Afrique du Nord, mais également dans la diaspora à travers le monde. La conférence est intitulée aux origines du 20 avril 1980, donc le printemps berbère que je viens de mentionner. On a fêté hier, parce qu'il s'agit du 20 avril, aujourd'hui on le fait le 21, mais beaucoup de choses sont connues. C'est un des événements, je crois, un des événements les plus marquants en plus du Nouvel An berbère dans cette contrée du monde. Et on apprend à chaque fois, à chaque jour, à la fois sur les origines et surtout sur ce qu'il a engendré comme acquis, le combat qui est derrière, démocratique pour les libertés, mais les influences positives qu'il a pu avoir sur même d'autres événements qui ont suivi. Rachid, si tu veux, je te laisse la parole pour introduire notre ami Abdelnour Abdeslam et lancer la conférence. Non, j'ai oublié l'essentiel. Rachid, je t'ai rendu la parole parce que tu vas parler, mais je te remercie d'abord. On l'a organisé ensemble. Pareil, on l'a fait très vite. Tu es très réactif. C'est vraiment super sympa. C'est la deuxième fois qu'on organise ensemble et ça marche très bien. La technique, bien sûr, c'est assuré par TQ5 et par toi, Rachid, en particulier. Je te remercie avant de te laisser la parole. Merci, Jafar. Merci à Abdelnour Abdeslam d'avoir accepté notre invitation. Et bienvenue à tous nos invités ici présents, aussi bien d'Allemagne que de France, qui sont deux pays voisins, comme vous le savez. Donc, voilà, je pense que Jafar, il s'amène يوشوا هذه اللي وسانا كاين فرانسيست ويمكن نكونين كاين ستيكوسان كزان اللي طوينا تقبيليت هكا عبد الله عبد السلام يتوسم بنو غير تقبيل نساهم يكون هذه اللي واش كيسقبيليت ماشا اكيد دي سام جعفر ولد عبد السلام ذاك الا نبقاو كي كيغنا ونتمسلينا تقبيليت
زعما داخل مسيسما ونسنداكير هي la série des rois français. Donc voilà. Principalement, je pense que je ne dirais pas plus que ce que tu as dit, Jafar, au sujet d'Abdel Abdeslam. Il n'est pas, c'est une personnalité très, très respectée chez nous et très militante. Il a commencé son militantisme dès son jeune âge. Bon, plus particulièrement quand il était au lycée à Banamvan, à Alger. Donc, il était probablement l'un des premiers ou les plus jeunes élèves étudiants de Moulmamri quand il donnait des cours à l'université d'Alger, de Tamazight, de Berbère. Donc, je ne dirais pas plus que ça veut te dire. Et puis, le reste, tout le monde le connaît probablement à travers la conférence qu'il va nous donner. Vous allez comprendre à peu près ce qui est Abdel Abdeslam, tout en racontant la jeunesse aux origines du printemps berbère 80. Voilà, je laisse la parole sans plus tarder, mais je vois que Jafar veut ajouter quelque chose. Alors, excusez-moi, je dois excuser la maire de Mulhouse qui, pour des raisons, on les a invités, on invite nous, notre association de culture berbère de Mulhouse, elle est très bien soutenue par la mairie de Mulhouse. On a un local et la mairie, on est très bien vu. La maire, comme tous les jours, on les invite. Elle nous a envoyé un message, elle s'excuse parce qu'elle a d'autres obligations de ne pas pouvoir venir assister à cette conférence et au débat. Et voilà, justement, Jafar il vient de donner une autre raison pourquoi il a fallu qu'on fasse cette conférence en français, parce qu'elle était non seulement supposée être parmi nous la mairesse de Mulhouse, mais aussi elle va le voir. C'est ce qu'elle nous a dit, elle va le voir plus tard à travers notre plateforme YouTube de TQ5. Et encore une fois, je remercie Jafar une nouvelle fois et à travers toi, toute l'association ACB Mulhouse pour cette fructueuse collaboration TQ5 ACB Mulhouse. C'est notre deuxième conférencier, Abdel Abdeslam, et puis il y en aura certainement d'autres. Sans plus tarder, Abdel Abdeslam, à toi la parole. Très bien. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cette conférence. D'autre part, je m'excuse dès à présent auprès de nos amis français parce que je ne maîtrise pas très très bien la langue française. Donc, si des fois il y a quelques glissades ou des manques à la grammaire française, je préfère présenter mes excuses dès à présent. Du reste, il est vrai que je ne sais rêver, je ne sais pleurer, je ne sais, comme a dit Jean Mrouche, qu'en kabyle. Et effectivement, j'ai l'habitude de m'exprimer en langue kabyle. Mais enfin, tout à fait, la langue française est une langue amie à la langue berbère, à la langue française, à la langue amazigh. La plupart des ouvrages historiques qui ont été écrits à propos du fait berbère, histoire, identité, civilisation, culture, langue, nous sont parvenus dans la langue française, en langue française, et pas en langue arabe. Je tenais à préciser cela. Et donc, quelque part, un plaisir aussi d'essayer de m'exprimer dans la langue française. Alors, il est clair que dans la somme de tous les ouvrages historiques qui ont été écrits, on nous indique par le vocable de berbère, que nous assumons, que nous revendiquons et que nous célébrons d'ailleurs. Mais nous sommes repartis à notre appellation d'origine, amazigh, mais en fait les deux indications se promènent agréablement à travers l'ensemble de nos interventions. Bien, alors la lutte en faveur de la question berbère, amazigh, comme je viens de préciser, le fait il concerne l'identité, concerne la culture, la civilisation, la langue, mais le combat a été engagé sur 3 dynamiques. Je vais essayer de les présenter les 3. La première dynamique, on peut la classer dans le fait de la résistance, qui a démarré à partir de la passation de colonisation entre le colonialisme turc
et la colonisation française qui a eu lieu à partir de 1830. Il y a des documents qui précisent effectivement que à partir du moment où l'Empire ottoman commençait s'affaiblir, puisque, comme l'a très bien et si bien dit notre grand défunt Tarjaout, tout pouvoir qui repose sur la force finit par disparaître dès la disparition de la force. Et donc, au début de la disparition de la force de l'Empire ottoman turc, eh bien, les Turcs ont commencé à vendre à la France les contrées qu'ils ont colonisées, dont l'Algérie. Voilà, donc je contredis totalement les conclusions annoncées par des historiens algériens au service du pouvoir algérien, qui présentent les Turcs comme étant non pas une colonisation, mais une présence de civilisation. C'est faux, c'est archi faux, et c'est très grave. Non, mais je vais chauffer ça. En fait, Nasser, je pense que tu as ouvert ton micro. Ah, pardon. Oui, on a entendu des confidences, elles sont magnifiques hein, entre vous deux. Hein. C'est très beau. Hein. Voilà. Très bien, très bien. Désolé. Bien. Oui, au contraire. C'est ce qu'on appelle en kabyle la petite pincée de sel. Hein, très bien. Bon, donc, je disais que je contredis pleinement avec un argumentaire qui existe. Hein, c'est pas de bon vouloir. Qu'il y a eu effectivement une passation de colonisation entre les Turcs et la France. À partir du moment où le contingent militaire français allait débarquer à Sidi-Péruche, eh bien, l'histoire retient que ce sont des contingents kabyles, janissaires, qui ont été depuis la Kabylie pour tenter d'empêcher le débarquement. Bien entendu qu'ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'étaient pas en présence d'un armement égal. Le contingent français était beaucoup mieux équipé militairement. Et la résistance n'a pas pu fonctionner. Le contingent français a débarqué et a poursuivi justement ces résistants kabyles jusqu'au village de Tizi Ouzou. Ce n'était pas encore une ville, c'était seulement un village. Et ils se sont arrêtés à Tizi Ouzou par méconnaissance du territoire montagneux de Kabylie. Et comme il y a une caserne turque, certains préfèrent appeler cette caserne en Borj pour adoucir un peu la présence turque, alors que non, c'est une caserne où les Turcs ont torturé, où les Turcs ont pendu, ont tué des Kabyles. Et donc, le contingent français a stationné justement dans cette caserne qu'on appelle aujourd'hui le Borj turc. Mais par 5 ou 6 fois, selon l'historien Amar Wardan, qui est au Canada, chez vous d'ailleurs, je le salue, c'est des fois il est à l'écoute, il nous a fourni un travail d'histoire absolument magnifique, absolument très référencé, très très référencé. Et par lui, on apprend qu'il y a eu à peu près 6 tentatives de pénétration de l'armée française en Kabylie. Et ce fut notre Jeanne d'Arc, qu'on appelle Fatma al-Soumer, une femme qui a organisé la résistance. Elle a tenté d'empêcher le contingent français de pénétrer l'âme de la Kabylie, à la tête duquel il y avait le général Randan et son capitaine Perchaud. Fatma al-Soumer a résisté pendant très longtemps, et donc la pénétration française a démarré en 1830, mais la France coloniale, militaire plutôt, n'a pu pénétrer la Kabylie que 25 ans plus tard, en 1857. Et il y a eu une terrible bataille qui a été engagée par la résistante Fatma al-Soumer et ses résistants, bien entendu. Alors, si Fatma al-Soumer a tout fait pour empêcher la pénétration de l'armée française en Kabylie, c'est pour protéger justement le fait kabyle, le fait berbère.
Et malheureusement, ça n'a pas duré. La résistance a été battue. Ensuite, en 1871, je reste dans la dynamique de la résistance, hein, d'accord? En 1871, appelé communément en kabyle Al-Faqr al-71, Cheikh Haddad, un grand maître d'une confrérie où on priorisait la pensée kabyle à la pensée musulmane, a essayé, sur les conseils du grand Mohamed al-Mokrani, on a essayé d'arabiser son nom en El-Mokrani, hein, pour faire arabe. Eh bien, nous, on corrige des fois, y compris l'attaque de la toponymie, que ce soit des noms de lieux tels que les rivières, etc. Parce que les colonisations commencent d'abord par détruire la langue du pays ou du peuple qu'on colonisait. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, non, Hajj Mohamed al-Mokrani ne s'appelle pas al-Mokrani. Ne le citez plus par ce vocable arabisé. Il s'appelle Mohamed al-Mokrani. Et c'est donc la jonction entre Mohamed al-Mokrani, qui était Bachaga, et plus tard, et Cheikh Haddad, ils ont tenté d'engager un soulèvement. Il a eu lieu, mais il n'a pas duré. Et pas plus de 3 ou 4 mois. Et il y a eu à peu près 20 000 morts, selon toujours les références annoncées par notre immense historien Amar Wardan. Il y a eu à peu près 20 000 morts et le soulèvement a été totalement écrasé. Et ensuite, il y a eu l'application des impôts de guerre, des ports de guerre, etc. J'en passe là-dessus. Bien, donc c'est la piste, la dynamique de résistance pour protéger justement le fait berbère, le fait amazigh, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Celle-là, c'est la piste donc de la résistance. Ensuite, interviendra, après l'indépendance de l'Algérie, interviendra une autre tentative de résistance qui a été engagée par le Front des forces socialistes, le FFS, mais je précise, je parle du FFS combattant de 63 à 65, qui rassemblait toute la Kabylie. Toute la Kabylie s'est retrouvée, s'est reconnue dans ce mouvement de résistance armée, d'ailleurs, hein, contre l'armée des frontières qui est rentrée par le Maroc et qui a changé de nom en s'appelant ANP. Ce n'était plus l'ALN, mais c'était l'ANP, l'Armée nationale populaire, si tant est qu'elle était réellement populaire. Et je ne parle pas donc du FFS en tant que parti, à partir de 89, c'est un parti comme tous les autres partis. Donc voilà à peu près les 3 grands rendez-vous de la dynamique de la résistance pour protéger justement le fait berbère. En même temps, quelquefois ça a chevauché, il y a eu ce qu'on appelle la dynamique savante. C'est-à-dire, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'affrontement, mais il y a eu des écrits, il y a eu l'édition d'ouvrages, etc. Et l'un des tout premiers ouvrages qui a été engagé dans cette dynamique savante a été engagé par Qasim Ben Sdira vers 1866-68, où il a écrit un ouvrage absolument étonnant. Nous avons quelques exemplaires où il a tracé les jalons d'une grammaire de la langue berbère, etc. Un peu avant lui, il y a eu Sid Kawi, qui était plutôt un traducteur entre les Français et les Kabyles. Mais il ne s'était pas contenté seulement à faire dans la traduction, il s'est mis à écrire et il découvre, en fait, oui, on peut c'est des traces écrites de la langue kabyle. Donc voilà à peu près le démarrage de cette dynamique savante qui va, en s'améliorant, avec la parution en 1885 de Boulifa, qui lui était déjà issu de l'école normale de Bouzaria, qui est très connue. Hein, quand on
on cite l'école normale générale, c'est à peu près toute proportion gardée. C'est à peu près comme si on disait on est sorti de la Sorbonne, quelque chose comme ça. Bien, et donc l'avantage qu'avait le sort de la question Berbère Amazigh avec Boulifa, c'est qu'il était déjà il était diplômé de langue française et il s'est servi justement de toutes ses connaissances de la langue française, puisqu'il était dans l'enseignement, pour éditer des ouvrages bien plus fournis que ceux de Ben Sira, probablement, parce que Ben Sira n'est pas né en Kabylie, mais il est d'une famille kabyle, hein, il était à Sourtaras, je crois. Et donc, Boulifa a donc, édité 3 ou 4 ouvrages directement concernant la langue. Alors, c'est la grammaire, c'est de la lexicologie, enfin, tout ce qui se rapporte à la langue, ces ouvrages-là qui vont servir juste après lui à l'immense Mouloud Mamri, que nous appelons très fraternellement, très paternellement Dal Mouloud. Donc, quand je vais parler de Dal Mouloud, sachez qu'il s'agit justement de l'écrivain Mouloud Mamri. Et donc, Boulifa ne s'est pas contenté seulement de travailler à des ouvrages de linguistique, mais il a également fait de la sociologie, de l'anthropologie, et il nous a légué un ouvrage absolument fantastique qui contredit justement toutes les tentatives qui ont été faites à la fois par les Turcs, mais également par des anthropologues et sociologues français faisant partie de l'armée française, parce que l'armée française ne transportait pas seulement avec elle des militaires, des fantassins, mais également des anthropologues, des sociologues, pour mieux connaître la société qu'ils tentent ou qu'ils s'apprêtent à coloniser. Et Boulifa a fustigé le général Anoto, qui a absolument décrit la société kabyle comme étant une société baroque, une société arriérée, une société en retard de la civilisation humaine. Et il l'a fait parce qu'il ne connaissait pas très bien la langue kabyle. Et donc, quand on ne rentre pas dans le cœur de d'une langue, on ne peut pas comprendre la sociologie de ce peuple-là. Et Boulifa n'a pas raté j'utilise le terme à bon escient, il a complètement fustigé le général Anoto. Alors, je vais prendre un petit exemple, hein, si vous permettez. Le général Anoto déclare très, très maladroitement, mais en méconnaissance de la langue et de ce que veulent dire les mots, il déclare qu'en Kabyle, la femme s'achète. Parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'on parle, on dit en Kabyle, un homme, quand il dit j'ai épousé telle femme, il dira Ourar el-Flentega. Et la femme elle-même dit Ourar el-Flani. Donc, le mot ar, qui a été pris à son petit sens par le général Anoto, signifie le fait d'acheter. Etc. Alors que non, c'est un mot qui rentre dans le domaine de la polysémie, il a plusieurs sens, et on dit par exemple Arabrid, Arawal, Tourit, etc. Donc on prononce toujours le mot ar, mais qui ne signifie pas chaque fois le fait, l'acte d'achat. Et la polysémie, c'est cela, hein, un mot qui a plusieurs sens. Il est mis dans un bain linguistique, un bain de mots, et qui permet justement de prendre d'autres sens. Je remercie mon ami Saïd Chemach, hein, qui a trouvé 65 usages de ce mot art, et à chaque fois, c'est 65 sens différents. Donc voilà, quand le général Anoto s'est aventuré à décrire la société kabyle, il l'a gauchement présenté, et Boulifa, heureusement, a rétabli cette gaucherie en lui apportant la contradiction dans ses ouvrages. Bien, après Boulifa est apparu
une dynamique toujours savante de la part des pères blancs français. Et en Kabylie, nous sommes reconnaissants, même si ça fait un peu mal aux Algériens arabophones, je ne sais pas qui encore, hein, quand on dit que nous sommes reconnaissants à la dynamique des pères blancs qui nous ont légué plus de 125 ouvrages, des ouvrages pluridisciplinaires. Ça parle de la famille kabyle, ça parle des fêtes kabyles, ça parle des traditions kabyles, ça parle de toute la vie, tout le vécu de la société kabyle. Et ils les ont écrits en français et chaque page est traduite en vis-à-vis en kabyle directement. Donc, l'édition était assez intéressante et ce sont eux donc qui ont créé ce qu'on appelle le FDB, le fichier de documentation berbère. Et on s'en sert aujourd'hui aussi hein, de support. Et en même temps est apparu le grand personnage de Mouloud Mamri, d'Al Mouloud, qui était au Maroc. Et il a écrit, il était très imprégné de la question berbère, de la question amazigh, comme je l'ai ventilé tout à l'heure, hein, langue, culture, histoire, civilisation, etc. Dès son jeune âge, parce que son père était déjà un lettré. Le père d'Al-Mouloud, Salamat Mahammar, était lettré en kabyle, en arabe et particulièrement en français. Donc, il lisait beaucoup, il avait la possibilité d'avoir des ouvrages très intéressants et il communiquait à son fils, le petit Mouloud, hein, qui va devenir le grand Al-Mouloud, le grand Mouloud Mamri. Il lui communiquait justement cette conscience identitaire berbère, amazigh. Bien entendu que ça en est allé en grandissant et au Maroc, Mamri a écrit son premier texte en 1936 titré La société berbère dans la revue marocaine nommée Agdal. Elle existe encore cette revue, du moins je pense qu'elle existe encore. Hein. Et puis donc à partir de là, Mamri qui a fait le lycée Louis le Grand en France. Hein, c'est une référence, le lycée Louis le Grand. C'est vous dire que Mamri a eu une formation de langue française, il a fait du latin, du grec, il a même enseigné hein, de latin. Et donc, cette pénétration dans ces univers culturels identitaires du bassin méditerranéen, eh bien, il en a fait la jonction avec ce qui le concerne directement, la question berbère. Et il était très, pas seulement pas étonné, mais en tout cas, il était ravi de retrouver dans le latin, dans le grec, non seulement des mots berbères, mais également des formulations. C'est dire que, comme il nous l'a enseigné, la langue berbère a impacté les langues, beaucoup de langues du bassin méditerranéen. Voilà. Alors, donc, à partir de là, Mamri s'est appliqué à préparer sur la base de ce qu'ont fait ses aînés, ses prédécesseurs, hein, que j'ai cité tout à l'heure. Il a amélioré, il a tenté donc de pousser un peu plus loin la qualité, d'offrir une qualité sur le plan linguistique à ce que la langue puisse se développer. Alors, intervient la Deuxième Guerre mondiale, Mamri est mobilisé, comme beaucoup de Nord-Africains. Il a même fait la campagne d'Italie. On n'a pas eu de perdre, hein, puisque c'était une campagne absolument meurtrière. Et à sa démobilisation, il a repris, il était professeur de français, professeur de latin, mais en même temps, il continuait ses travaux de recherche pour davantage équiper la langue de support pédagogique qui allait, bien entendu, parvenir à nous par la suite.
Alors, il est également romancier, puisque c'est l'un des tout premiers romanciers d'Algérie. Il a écrit 4 romans pour 40 années de vie dans le domaine de l'écriture. Il n'a écrit que 4 romans, La Comédie oubliée, Le Sommet du Juste, Le Plumet de Bâton et par la suite La Traversée. Alors pourquoi 4 seulement? Bien parce que il consacrait l'essentiel de son temps à élaborer des ouvrages didactiques, des ouvrages de linguistique, et qui allaient certainement devenir des références. Oui, il a également touché aux sciences humaines. Il a fait des recherches, l'anthropologie, l'histoire, la préhistoire, sociologie. Bon, il a touché un peu à tout. Il s'était vu obligé de fouiner dans toutes les sciences humaines parce que l'éveil du fait berbère avait besoin justement de ces connaissances-là pour ensuite avancer un peu plus. Alors la guerre d'Algérie éclate, il participe à la guerre. Je voudrais préciser s'il fallait quelque chose qui a été mis de côté sciemment par le pouvoir algérien depuis 1962, c'est que Mamri a été l'auteur du texte qui allait permettre l'inscription de la question algérienne à l'ONU. Le ministre de la communication de l'époque du GPRA, du gouvernement provisoire, la République algérienne, qui naîtra à partir de 1962, M. Mohamed Yazid, a témoigné lui-même. J'ai été le voir à son domicile de Blida pour lui dire Monsieur le ministre, il faut absolument intervenir. Le décès de Mamri est un décès accidentel, mais enfin, moi, je doute qu'il soit seulement accidentel. J'ai quelques éléments qui peuvent me permettre qu'il y a eu une trahison. On citera les noms plus tard. Et donc, je lui ai demandé d'intervenir et de mettre un terme à tous les blasphèmes que la presse arabophone particulièrement, et même une certaine presse francophone de l'époque à partir de 89, pour annoncer et témoigner que c'était bien Mamri qui a été le seul rédacteur du texte qui allait permettre à l'Algérie de rentrer à l'ONU. Et tout le monde sait qu'à la fin de la lecture de ce texte par le ministre Mohamed Yazid, le ministre du PRA, en 1958, à l'ONU, la délégation française qui était dirigée par M. Christian Pineau a quitté l'ONU. Elle n'est revenue à l'ONU qu'à partir de 1962, après la guerre d'Algérie. Et l'Algérie est rentrée en 1958 au sein de l'ONU. Elle y est encore aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est dire que ce personnage est pluridisciplinaire. Et donc, pendant la guerre d'Algérie, il a eu à participer, pas en prenant une arme, mais il y a plus important, plus porteur qu'une arme, c'est quoi? C'est le stylo. C'est on appelait ça le stylo à l'époque, c'était la plume. Et donc, il était écrivain, d'accord, mais il était également journaliste sous un pseudonyme, un faux nom, le pseudonyme de Bouakwez. Et donc, il signait ses articles comme cela. Et à la fin de la guerre d'Algérie, eh bien, on pensait que le colonialisme était vaincu, qu'elle allait partir. Eh bien, un autre colonialisme est rentré par le Maroc, qui était dirigé exclusivement par des militaires arabophones, qui étaient là pour l'essentiel d'entre eux, ils étaient tous dans l'armée française. Ils ont été formés par l'armée française, pas pendant la guerre, mais juste un peu avant. Et il y avait certains qui ont attendu 1962 pour quitter les rangs de l'armée française et rentrer dans les rangs de l'armée des frontières, on appelait ça comme ça. Et c'est cette armée des frontières qui envahit le pays et qui pour bien vous expliquer cet épisode-là, je veux citer l'ouvrage de Le fleuve détourné de
Rappelez-moi, oh là là, l'écrivain qui m'excuse voilà, j'ai 68 ans, je commence à être gagné par des trous de mémoire. Rachid Mimouni, voilà, il a écrit un ouvrage extraordinaire intitulé, qu'il a titré Le fleuve détourné. Oui, c'est la révolution algérienne a été détournée, effectivement. Et donc, Mamri s'est faufilé au niveau de l'université d'Alger, puisqu'il était professeur agrégé de français, et il a trouvé les traces de la chair berbère qui avait été, je crois, préparée déjà dans les années 1890 par, je ne me souviens plus le nom, que Boulifa a continué et que Mamri donc a réveillé. Et c'est cette chair berbère qu'il a trouvée au niveau de unique pratiquement université d'Alger, on appelait communément la BAC centrale. C'est cette chaire-là qui va lui permettre d'ouvrir un cours de berbère, mais un cours informel, un cours qui ne se termine pas par un diplôme ou autre, c'était un cours militant. Je dois préciser cependant que après la guerre d'Algérie en 62, la Kabylie a été pratiquement liquidée par elle a été liquidée par le fait que toute son élite a été tuée, assassinée pendant la guerre, et par les frères d'armes, hein, on pensait qu'ils étaient les frères d'armes, alors que finalement c'était tout à fait autre chose. Je veux citer Van Ramdan, je veux citer Abi Rouchen d'Elkser, qui était un brillant intellectuel, Mohamed Zamoum, qui était enseignant. Bon, tout cela ont été liquidés en préparation justement de détourner le fleuve vers 1962. Et donc, en 1962, la Kabylie a payé un lourd tribut, on annonce à peu près 1,5 million de martyrs pendant les 7 ans. C'est un chiffre dont nous doutons énormément. Mais l'essentiel du nombre de maquisards révolutionnaires qui sont tombés au champ d'honneur, ils sont dans le Kabylie. 70% de ces grands hommes qu'on appelle les Shuhada qui sont tombés au champ d'honneur, à 70% ils sont Kabylie. Et donc la Kabylie s'est vidée de son personnel, s'est vidée de ces hommes et de ces femmes. La Kabylie a une participation très active de la femme pendant la guerre d'Algérie. Et donc, ensuite, on perd 3 personnes très importantes qui ont été lâchement assassinées par l'OAS. Il y a Bouloud Firaoun, il y a Ali Haboukan et il y a le troisième, je vais retrouver son nom, Aoudia, voilà, je l'ai retrouvé, et qui ont été assassinés avec 3 autres collègues français, mais qui étaient pour l'Algérie indépendante. Malheureusement, ils ont été fusillés dans une école à Elbiar. Donc, Mamri s'est retrouvé tout seul. Tout seul, il n'y avait plus d'intellectuels, il n'y avait plus de savants pour justement engager cette dynamique savante. Il l'a fait tout seul. Et puis intervient la guerre entre les cas, on appelait ça communément en Kabyle une guerre entre Kabyles et Arabes. On disait comme cela. Et en fait, c'était le soulèvement, la résistance du FFS contre la dictature qui était en train de s'installer, avec les Boumediennes et compagnie, les Bembella. Et la guerre a duré pendant 2 années. Elle a carrément liquidé ce qui pouvait rester de personnes intellectuelles. Je veux citer Temzi, je veux citer Ma'ammar, Belaïd Medri. Et ça y est, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus personne. Alors, ceux qui ont été tués pendant la guerre d'Algérie ont été tués, d'autres après la guerre, pendant le soulèvement de la résistance du FFS, ils ont été donc tués. D'autres ont été emprisonnés, d'autres ont été handicapés, d'autres ont été exilés. Et il y a eu également quelques-uns qui ont marché dans la combine
Vous savez, devant une défaite catastrophique, quelquefois les plus résistants ils finissent par sombrer à des postes de chef de daïra, de chef de qasmat, etc. C'était des divisions administratives par lesquelles la population était extrêmement contrôlée. Alors donc, bon, c'était fini, la Kabylie a été mise totalement à genoux. Je voudrais bien qu'on me contredise, qu'on vienne me dire autre chose, ça m'étonnerait. Et donc, elle était complètement soumise, mais en intérieur, bien entendu, se cachait cette colère énorme qui finira par éclater. Et Mamri, à lui seul, il a influé sur le cours des événements politiques de l'Algérie, en ce qui concerne la question berbère. Il a donc exploité ses possibilités en tant qu'enseignant au niveau de l'Université d'Alger. Il crée le cours, il reprend le cours de berbère qu'avait initié, j'arrive plus à retrouver le nom du français qui a initié cela, puis après repris par Boulibaï, et donc repris par Ben Mouloud. Et puis nous avons une chose extraordinaire, c'est que on lui a demandé de diriger un centre absolument important, c'est le centre le CRAP, le Centre de recherche anthropologique et géographique d'Alger. Il en a été le directeur de 1973, je crois, hein, jusqu'en 80. Du moins, il a quitté en 73, je crois. Et donc, c'était un peu le prolongement. Le CRAP, ce centre d'études, était un prolongement du cours qu'il dispensait à la fac d'Alger. Alors, entre-temps, en 1966, est née à Paris une académie berbère sous le nom Amazer de Agalaoui Mazeran, qui a été initiée par Mohamed Arabi Saoud, Taoussam Rouch, Slim Azam, le pharmacien. J'ai oublié le nom du pharmacien qui était là. Enfin, ils étaient un peu nombreux. Ils ont créé une académie d'affaires, ils ont créé une revue qui s'appelait Galoui Mazeran. Et les cours de Mamri étaient publiés dans cette revue que nous recevions, nous venions sur le tapis, sur le terrain de la conscientisation. Donc cette académie berbère a joué un grand rôle. Je voudrais dire qu'il y a un doute terrible. Il y a eu très certainement, en tout cas, nous sommes tout près d'avoir des documents de preuve que Boumedienne, qui était un dictateur, qui a dirigé le pays d'une main de fer, il a négocié avec le pouvoir français l'élimination de cette académie berbère, éventuellement pour leur arranger les prix du pétrole et du gaz à la baisse, etc. Bon, pour le moment, je n'affirme rien, mais en tout cas, il y a des signes très révélateurs qui vont certainement confirmer ce dont nous doutions. Et l'essentiel du personnel de l'Académie berbère de Paris, qui était installé aux 2 rues d'Uzès, à Paris même, ont été chassés de France carrément. L'Arabie Saoudite a été exilé en Angleterre. Et puis voilà, donc l'Académie berbère qui avait fonctionné un bon moment recevait par courrier postal. C'était d'ailleurs assez curieux que l'on nous remettait nos courriers par les facteurs. Mais enfin, et donc voilà, elle a disparu. Et Mamri a continué seul dans la bataille. Et les étudiants, en fonction des âges, bon, moi j'étais très petit, j'ai été prendre des cours de berbère à partir de 1971, depuis le lycée, comme Rachid l'a dit, depuis le lycée Aban Ramdan, Al-Harash, à Maison Carrée à l'époque, on appelait ça comme ça, et je partais prendre des cours. Et c'est comme cela que nous nous sommes connus les uns les autres, plus ou moins. La première
première personne que j'ai rencontrée et qui deviendra une immensité dans la culture berbère, c'était Idir. On a fait des choses ensemble. Bref, et donc par la suite, le cours a été interdit. Ils ont trouvé une astuce d'engager une refonte de l'université d'Alger. Et en fait, il n'y avait pas de refonte en profondeur, absolument rien. C'était uniquement un moyen d'éliminer le cours. Et le cours a disparu à partir de 1973. Mais on avait déjà acquis des notions plus que des notions de base hein, en termes de grammaire, etc. Et c'est ainsi que le centre de recherche, le CRAP, va s'avérer être le prolongement de ce cours informel. Et vers 1976, se construisait à Tizi Ouzou un lycée à Hasnaoua. Or, tous les étudiants kabyles qui obtenaient leur bac étaient obligés d'aller à Alger pour suivre leurs études universitaires. Si bien qu'il s'est formé une très forte population d'étudiants kabyles à Alger et le bouillonnement a commencé à apparaître. Et afin que les ambassades des pays, enfin, la plupart des ambassades des pays dans le monde ont fait leur ambassade en Algérie, et afin que ces ambassades ne constatent pas qu'il y a un déni identitaire, un déni culturel, un déni linguistique, etc., qui est un peuple kabyle qui est bâillonnés, etc., parce que les étudiants commençaient à sortir dans la rue d'Alger pour protester contre cet état de fait. Alors, pour éviter à ce que toutes ces manifestations soient interprétées par les ambassades comme étant un déni, eh bien, qu'est-ce que fait Boumedienne? Il transforme le lycée dont je viens de parler, il est en construction à Tizi Ouzou, il le transforme en université pour chasser tous les Kabyles, les universitaires qui étaient à Alger, vers la Kabylie. En fait, c'est ce qui s'est passé. La plupart des étudiants en Kabyle ont rejoint. Alors, quand je dis Kabyle, je parle de tout le territoire de la kabylophonie. Hein. Je ne parle pas seulement de Tizi Ouzou, de Béjaïa, de Boudera, de toute la kabylophonie qui a débordé sur d'autres départements, initialement avec la Goulayat historique. Je parle de Sétif, je parle de Boumardas, Djidjel, etc. C'était le territoire de la kabylophonie est encore intact aujourd'hui, hein, même si beaucoup de villages, beaucoup de communes sont intégrés d'une manière tactique et politique intégrés dans des départements dits arabophones. Non, je suis parti plusieurs fois, pas seulement moi, mais d'autres militants qui ont animé des conférences chez eux. C'est magnifique. Je suis très rassuré de la population kabyle qui est en Europe, en Allemagne, plutôt en Amérique, que le territoire de la kabylophonie est resté intact. C'est très important. Et donc, donc, ce sont tous les étudiants de ce territoire de la kabylophonie qui convergeaient vers ce lycée qui a été transformé à la hâte en université. Et puis là, Tizi Ouzou, loin de 100 km d'Alger, bon, ça peut crier, ça peut se manifester, ça peut, etc. Bon, ça n'arrivera pas aux oreilles des ambassades d'Alger, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule radio, une seule télé, un seul journal, contrôlé, bien entendu, sévèrement par le pouvoir. Et on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui pour alerter l'opinion publique internationale, bien que nous avions une forte émigration, une forte présence de Kabyles dans l'émigration. Bon, par la suite, Mamri,
ces étudiants-là, qu'est-ce qu'ils faisaient à Tizi Ouzou? Bien, ils invitaient des sommités, des écrivains comme Kateb Yassine, Rachid Noumouni et d'autres pour animer des conférences. Alors, je vais ouvrir une autre parenthèse pour parler de la troisième dynamique, qui est la dynamique révolutionnaire. Alors, la dynamique révolutionnaire en faveur du fait berbère a démarré avec le premier contingent d'émigrés en France qui a commencé à partir, disons, vers la fin des années 1890. Et dans ce contingent de Kabyles qui ont été en immigration, parce que le pays kabyle ne pouvait pas nourrir la population, c'est des montagnes, il n'y avait pas encore l'exploitation des richesses possible, etc. Bon, et un contingent parmi cette première vague d'émigrés étaient des jeunes qui ont fait l'école française avant de partir en France. Je veux citer Amari Mesh, je veux citer Yahyaoui, je veux citer. Alors, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis. Oui, Djeffal, Rajab Belkacem, Yahyaoui. C'était un petit groupe de Kabyles qui ont fait. Ils ont eu leur certificat d'études, on appelait ça ainsi. Et à l'époque, avoir le certificat d'études, c'était déjà une référence acquise dans le savoir. Ils ont commencé à conseiller autour d'eux, les Kabyles émigrés, d'adhérer au Parti communiste français pour justement se former politiquement. C'était pour eux une sorte d'université de formation politique. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Et Amar Imash a connu Marcel Cachin, le responsable du Parti communiste français de l'époque. Et bon, ça a duré un petit peu. Et plutôt le 8 décembre 1924, ainsi rapporté dans l'ouvrage de Da'mar Wardan, l'historien, tous les Kabyles quittent le Parti communiste français. Ils organisent une assemblée générale le 8 décembre 1924 et ils créent le CONA, le Comité des ouvriers nord-africains, qui avait comme mission, bien sûr, des objectifs syndicaux, mais, bien entendu, revendication du fait berbère, identité, langue, culture, civilisation, etc. Donc, ça a été inscrit. La première fois que ça a été inscrit dans ce départ de la naissance du nationalisme, eh bien, la question berbère était centrale. Et la première motion, d'ailleurs, qui a été votée ce 8 décembre 1924, était le soutien qu'ils avaient apporté aux berbères marocains. Voilà. Vous imaginez un peu, hein, les oublis. Qui a créé la première république du Rif au Maroc. Et oui, vous dites, vous vous souvenez le nom? Non? D'accord. Alors, Abdelkarim Akhtab, voilà. Alors, il a été lui aussi, on a arabisé son nom, Abdelkarim Belkhattab, Al-Khattabi, alors que le nom, il s'appelait Abdelkarim Akhtab, qui a affronté deux contingents militaires de deux pays différents, l'Espagne et la France. Du côté français, c'était le maréchal, enfin, il deviendra maréchal Pétain. Je crois qu'il était capitaine. Et il y avait du côté espagnol, c'était Franco. Donc, les deux armées ont fusionné et ils ont réussi à freiner Abdelkrim Akhtab dans la création de cette république berbère du Rif. Pourquoi? Parce que ça risquait de provoquer une contagion au niveau de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye, afin que la pensée berbère, que l'éveil berbère ressurgisse, non pas seulement sur la piste savante, mais également sur la piste armée. Bien, donc le CONA va tenir un certain nombre d'années. Il se transforme en 1936 en
ou fin 1936 en étoile nord-africaine, et afin de rassembler l'ensemble des Nord-Africains, c'est-à-dire pas seulement des Kabyles, mais également des arabophones, parce qu'il n'y a pas d'Arabes en Afrique du Nord, bien sûr, il n'y a que des Berbères arabisés et islamisés, mais pas dans leur majorité. Et donc, ils ont fait appel. Au début, c'était Rajaf qui était le président de l'étoile nord-africaine, ce nouveau mouvement qu'ils ont créé. Ils font venir un maçon qui dirigeait, ou du moins qui était membre d'une confrérie religieuse, mais alors là, extrêmement islamiste, du nom d'Ar Qawiya. Et je veux citer Messal el-Hajj, qui a été placé à la tête de l'étoile nord-africaine, afin de ne pas montrer que le mouvement était un mouvement de Kabyle. Et il y avait d'ailleurs un historien français qui avait écrit à propos de l'étoile nord-africaine, il a dit qu'il aurait été mieux de l'appeler l'étoile kabyle, parce qu'il n'y avait que des Kabyles au niveau de la base et au niveau de la partie dirigeante. Bien. Ensuite, il y a eu un coup qui a été monté contre le fait berbère par le leader arabe de l'époque, Shekib Arslan, qui est un Libanais, qui a pris en charge Messal el-Hajj et qui l'a donc orienté vers le phénomène que nous subissons encore aujourd'hui, malheureusement, l'arabo-islamisme. Et donc, le fait berbère commençait à perdre un peu de son intensité, il y a eu des problèmes entre eux, etc. La guerre mondiale éclate, le PPA, l'étoile africaine qui entre-temps a changé de nom en PPA, est interdit pendant la Deuxième Guerre mondiale, et après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, ont surgi de nouveaux jeunes, je peux citer Deider Tamran, Ahmed Hussein, Ali Laimash, à ne pas confondre avec Ammar Imash, attention, hein, Ammar Imash, c'est celui qui a été un peu l'organisateur principal du CONA. Il y avait également le pharmacien Aïch, qui deviendra plus tard pharmacien Aïch. Enfin bref, il y avait un groupe d'étudiants au lycée de Benakloun qui ont été pris en charge par un aîné à eux, Senior. C'est comme ça qu'on appelait à l'époque Senior, qui vient de senior parce qu'effectivement, il était vraiment un seigneur. Et c'était lui qui faisait la liaison entre ces étudiants-là et le PPA. Et la question berbère était encore posée, mais elle était combattue par ceux qui ont été bercés dans la pensée islamique, arabo-islamique, etc. Et en 1949 éclatera effectivement ce qu'on appelle communément la crise berbère, mais en fait nous on préfère l'appeler la crise anti-berbère. Et la plupart des cadres travaillés pour l'avènement de la question berbère ont été vendus par Messal el-Hajj lui-même à la police française. Et un général de l'armée française en 1978 a écrit un livre, certainement pour soulager sa conscience, où il écrivait, c'est écrit noir sur blanc, que Messal el-Hajj était un agent de la police française à l'époque. Alors, les enfants de Messal el-Hajj, au lieu d'aller attaquer en justice des militants de la cause berbère aujourd'hui, ils n'ont qu'à y aller justement lire ce livre et éventuellement, si ce général Cachin était encore en vie, ils n'ont qu'à y aller l'attaquer en justice. Alors voilà comment finalement l'histoire rattrape la trahison, rattrape les traîtres, rattrape tout cela. Et voilà, donc la guerre, les jeunes ont été pratiquement tous emprisonnés. Curieusement, le même jour, 10 militants de la cause berbère dans le mouvement national du PPA-MTLD ont été arrêtés. C'est rapporté noir sur blanc par Ammar Wardan et avec des précisions. Ce n'est pas une invention comme cela, hein, c'était très précis et surtout que les concernés eux-mêmes, plus tard, ils vont écrire et Ammar Wardan a trouvé tous ces écrits-là. Bon, donc
c'est la troisième dynamique révolutionnaire qui n'a pas réussi à faire grand-chose. Et je reviens donc maintenant à Mamri. Il écrit en 1900. Oui, quelqu'un veut dire quelque chose? Non? Ok. Alors, donc, Mamri écrit en France, il publie en France parce qu'il ne pouvait pas publier ça en Algérie, un ouvrage titré Les poèmes kabyles anciens. Et cet ouvrage, quelques exemplaires sont parvenus chez les étudiants. Ils ont appris que Mamri a écrit un ouvrage absolument fantastique, extraordinaire, où il fait sortir de l'oubli plus d'une quarantaine de poètes, de penseurs, de poétesses également. Et donc, il l'invite pour animer une conférence, la présentation de son ouvrage, le 10 mars 1980. L'ouvrage a été publié en 79. Et donc, le 10 mars, Mamri devait y aller à Tizi Ouzou, d'Alger, pour animer cette conférence. Alors, je ne sais pas s'il y a du temps pour vous raconter comment Mamri m'a décrit l'événement. Qu'est-ce qu'il a subi? Je ne sais pas, je parle aux organisateurs, je parle à Rachid, à Jafar. Est-ce que j'ai encore un peu de temps pour dire ce que Mamri lui-même m'a dit, mot à mot? Ça vous convient? D'accord? Ok, voilà. Alors, donc, moi j'habitais à Alger avec beaucoup d'autres militants, et les militants d'Alger ne travaillaient pas comme les militants berbères à Mazir qui sont en Kabylie. Nous, les militants de la cause berbère à Alger, on était surveillés. On n'était pas plus de 3 assis autour d'une même table dans un café qu'on est immédiatement interpellés. C'est vous dire que nous étions surveillés terriblement. On était au cœur de l'incandescence de l'anti-Kabyle, c'est clair. Et donc, on a appris, comme il y a eu comme ça des événements qui disent, je vais voir Del Mouloud Mamri chez lui, à El Biar, au chemin La Perlier. Je le vois, d'abord, je me rassure qu'il n'a pas été arrêté, parce que des bruits couraient, il a été arrêté, etc. Et il me dit, il me raconte comment cela s'est passé. Alors, le 10 mars, effectivement, moi j'étais le voir 3 jours après, j'étais le voir, je crois, le 15. Et il me dit que, bon, j'ai reçu l'invitation, je suis venu à Ouzou, et il était accompagné par l'éminent linguiste Salim Chaker, qui demeure aujourd'hui notre référence essentielle, puisqu'il n'y a plus Mamri, il n'y a plus personne. Salim Chaker a fait un travail magnifique, colossal. Je lui rends un hommage particulier pour tout ce qu'il a fait. Et donc, on a été accompagnés. On arrive à Dara Ben Khadda, c'est une ville, la dernière ville avant d'arriver à Tizi Ouzou. Il me dit, on a été arrêtés par deux motards qui m'ont demandé de serrer à droite. Je pensais que c'était pour vérifier les papiers du véhicule, est-ce que c'était en règle, est-ce que l'assurance était encore valide, etc. Il remet, il dit, je remets les papiers au motard. Et le motard, il remarque le motard s'étonner de quelque chose. Et il s'éloigne légèrement du véhicule. Il appelle avec son appareil, à l'époque c'était assez gros, assez lourd. Et il entendait, Mamri entendait le motard discuter avec la centrale de la police à Tizi Ouzou pour leur dire le personnage dont vous m'avez demandé d'arrêter, le véhicule, oui, d'accord, c'est exactement le matricule que vous m'avez communiqué, ce qui veut dire que Mamri, avant de démarrer d'Alger, il était déjà suivi. Alors, puisque l'information est arrivée, une voiture, je crois que c'est 204, une Peugeot blanche, matricule, etc. Bon, voilà comment il a fini par être arrêté. Et il entend le motard dire à ses responsables, la personne dont vous m'avez parlé, je crois que vous vous êtes trompé de nom. Le véhicule, oui, c'est le matricule que nous avons en face de nous,
mais le personnage il ne s'appelle pas Mouloud Mamri, il s'appelle Mohamed Mamri. C'est vrai que Del Mouloud sur l'état civil il était inscrit par le prénom de Mohamed. Alors on lui dit oui, 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 ils entendaient, on leur dit oui, oui, c'est bien lui, on a oublié de vous dire voilà comment il s'appelle. Et bon, Del Mouloud me dit, le motard est revenu vers moi, poliment, il n'a pas été désobligeant, il était très respectueux, et il me dit, voilà, M. Mamri, j'ai reçu l'ordre de vous conduire vers le préfet, enfin, ce qu'on appelle ici le wali. Je dis, mais je leur ai dit, mais j'ai rien à voir avec avec la préfecture. Moi, je suis venu, je suis un enseignant de l'université, je suis écrivain, je suis venu à l'université de Toulouse pour animer une conférence autour d'un ouvrage. Écoutez, M. Mamri, excusez-nous, mais c'est notre métier, on est pris de nous suivre. Effectivement, il me dit, il y avait le premier motard qui était devant, la voiture au milieu, et le deuxième motard était derrière. C'est-à-dire qu'ils est entré en sandwich et ils sont rentrés vers Tizouzou. Et au moment d'arriver, immédiatement, dès qu'il arrive à la placette, là où il y a le jet d'eau, il y a un petit plat, Mamri ne suit pas le motard qui avait tourné à gauche, il fonce directement sur l'avenue Aban Ramdan, la rue centrale, la rue centrale de Tizouzou, la plus animée. Il m'a dit j'avais fait cela dans l'espoir d'être vu par un étudiant, du moins qui sache que je suis arrivé. Et le motard, pris de panique, les deux d'ailleurs, ils sont mis à faire fonctionner là de gyrophare, ou je ne sais pas quoi, comment on appelle ça. Ça sonnait de partout, ça klaxonnait, heureusement, tout ce remue-ménage a fait que toute la population était en train de voir qu'est-ce que c'est que ces motards qui courent derrière une voiture, etc. Et on le rattrape juste au carrefour où on va à droite vers l'hôpital ou à gauche vers la maison de la culture. On le conduit vers la préfecture. Il n'est pas reçu par le préfet, il est reçu par le chef de cabinet du préfet. Et lui, il m'a dit, bon, je m'en foutais que je sois reçu par X ou Y. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Bon, on le fait rentrer, comme il le dit, dans le bureau du préfet, du chef de cabinet. Et il dit, voilà, écoutez, M. Mamri, on s'excuse, on ne va pas vous laisser animer cette conférence. Les étudiants de Tizouzou sont manipulés par le SDEC français, par la CIA américaine, par je ne sais trop quel nombre d'organismes policiers qui lui ont cité. Et donc, ça va créer des problèmes. L'Algérie est dans le viseur des pays. À l'époque, on appelait ça les pays progressistes et les pays non progressistes, etc. Bon, c'était la sauce tomate russe qui nous a fait beaucoup, beaucoup de mal, en tout point de vue, politique, économique, social, etc. Enfin, bref. Et il dit, moi je lui ai dit, écoutez, moi je ne suis pas venu pour cela. Je suis venu pour animer une conférence, c'est tout. Il n'y a pas de police là-dedans, il n'y a pas de manipulation là-dedans. Et voilà qu'il me dit, quelqu'un rentre brusquement, comme ça, au bureau du chef de cabinet, il va lui chuchoter quelque chose à l'oreille. En fait, qu'est-ce que c'était? Le gars l'informait que les étudiants étaient au courant et ils sont à l'intérieur de la préfecture. Ils ont forcé l'entrée et ils savent que Mamri a été détourné vers ici. Alors il lui dit, écoutez monsieur Mamri, justement, ça tombe bien, les étudiants sont ici, ce serait bien aimable de leur expliquer la situation. Il m'a dit qu'ils m'ont cité de la Palestine, pour l'Israël, enfin, des trucs vraiment burlesques. Et Mamri sort donc du bureau, il va voir les étudiants et il leur explique. Et les étudiants ont été très sages, ils l'ont remercié d'être venus et on lui a demandé de repartir sur Alger. Quant à nous, nous allons prendre nos responsabilités. Mamri donc rentre, comme il l'a dit, il rentre sur Alger et on apprend que le soir même, après le départ de Del Mouloud,
la première assemblée générale s'est tenue dans l'université de Tizi Ouzou. Et il y a eu une marche à l'intérieur de l'université de Tizi Ouzou. Bon, nous étions entiers, on apprenait comme ça de nouvelles par bribes. Et après, c'est le 11 mars, le 12 mars, etc. La contestation était assez importante. Elle a débordé sur les institutions qui étaient en Kabylie, sur des usines. Alors, c'est l'hôpital de Tizi Ouzou, c'est la Sonelec, c'est l'entreprise Filtal qui est avec le fil de la Khadaf. Enfin, bref, il y avait un bouillonnement de la contestation qui a fait qu'après, il y a eu des marches à l'extérieur et puis ça a commencé à peser très lourd. Et ils ont eu le courage, ces organisateurs, ils sont plus âgés que moi, ils ont eu le courage d'organiser une marche à Alger. Et quand on a été informé qu'il allait y avoir une marche à Alger, et donc on s'est réunis dans un chantier à Chiraga, nous autres militants de la cause berbère, mais qui habitent précisément à Alger. Et on s'était organisé comment rejoindre cette marche qui allait démarrer, je crois que c'était à la rue Ben Midi, qui devait donc arriver à l'université d'Alger. Et donc, il y a le contingent de militants kabyles qui venaient de Bab el Oued, d'autres d'El Biar. Pour ce qui nous concernait, nous, on est venus par la place du 1er mai. Et brusquement, nous avons été attaqués par les CNS. On ne savait pas d'où ils sortaient. Et ça a été la débandade. Bon, chacun de nous, comment il a essayé de fuir. Je me souviens, il y avait la pompe, une station de service du colonel Ouamran, que je connaissais déjà, qui était juste à côté. J'ai couru vers une pompe, j'ai pris le pistolet, faisant semblant que j'étais un employé de la station de service pour servir l'essence, etc. Voilà comment j'ai pu me soustraire. Mais beaucoup d'entre nos camarades ont été battus, ont été insultés, blessés. Et la marche avait démarré d'Alger. Donc, on devait tous se converger vers l'université. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme cela. Mais en tous les cas, la peur a été vaincue. Et il y a eu une marche. Même si c'était 10, 20, 30, 50 mètres, importait plus. Pas du tout d'ailleurs, la distance essentielle était que la marche a eu lieu à Alger. Et puis par la suite, à Tizi Ouzou, les événements ont continué à prendre de l'ampleur. Les villages ont été informés chaque jour. Il y avait des tracts qui circulaient partout. Certains tracts arrivaient jusqu'à Constantine, à Oran, en pensant que la population universitaire allait réagir, et bien non, il n'y a pas eu de réaction de soutien, absolument pas. Ceux qui veulent tenter de donner une dimension nationale à la contestation, ils se trompent énormément. Alors, donc, c'est parti comme ça jusqu'au 19 avril, au soir. En fait, finalement, c'était un coup préparé. Tous les policiers, les CNS, d'Oran, d'Annaba, de Constantine, de Sétif, ont tous été convoqués et la nuit du 19 avril, ils ont encerclé tous les centres, autant dire, ils ont encerclé Tizi Ouzou, l'hôpital, les usines, etc. Et particulièrement les cités universitaires, notamment celle de Medouha, où dormaient les jeunes filles. À 1h du matin, à peu près, il y a eu l'ordre qui a été donné d'attaquer et de casser la grève, etc. Et je dois, avec beaucoup de regrets, dire que les filles qui habitaient dans la cité Medouha, certaines d'entre elles ont été violées. Ça, il faut le dire. Je ne suis pas venu ici pour dire dites-moi qu'est-ce qui vous ferait plaisir que je vous dise. Non, je dis exactement ce qui s'est passé par les témoignages directs. Oui, des jeunes filles ont été violées par les CNS. Et puis après, le lendemain,
ils ont pu arrêter très rapidement 24 personnes. Pourquoi très rapidement? Bien parce que parmi la population étudiantine qui était à l'université de Tizi, il n'y avait pas seulement que des vrais étudiants, mais il y avait également de faux étudiants qui étaient en fait quoi, des policiers qui venaient prendre semblant prendre des cours. En fait, c'était pour voir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui allait se passer. Ils assistaient, certains d'entre eux assistaient à des réunions assez secrètes, mais on ne pouvait pas douter qu'ils s'étaient minés. Voilà pourquoi le 20 avril, l'essentiel des animateurs ont été arrêtés. Donc, vous voyez hein, que le 20 avril 1980, d'où est parti hein, il est parti depuis le débarquement de l'armée française à Sidi-Péruche, avec bien entendu tout ce qui s'est passé, comme j'ai essayé de ramener tout cela, et que le 20 avril n'est en fait que l'aboutissement d'un long processus de contestation autour du fait berbère, langue, culture, identité, civilisation, etc. Voilà, je laisserai la partie de l'événement du 20 avril 2001 pour dire aux organisateurs qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Permettez-moi de prendre une gorgée de bière. Hein. Oui, c'est le carême, mais je m'en fous de toutes ces choses-là. Hein. Voilà, je prends ma bière. Allez-y. Merci beaucoup. Merci pour, on le sait, hein, tes interventions, tes témoignages. Toi, en tant qu'acteur de ces événements, sont très riches et on en a besoin. C'est ça, quand on t'a invité, on était content que tu aies accepté et que tu nous apportes à la fois un regard. On apprend à chaque fois, hein, on croit tout connaître, mais quand tu nous mets tous les événements les uns après les autres, on voit les liens et c'est ça qui rend tes interventions très riches. On revient français. On est toujours content et c'est avec des personnes comme toi qu'on peut enrichir à la fois les débats, mais surtout apporter des réponses claires et précises. Merci beaucoup. Rachid, je voulais savoir comment tu souhaites qu'on procède pour le débat. On donne la parole déjà aux personnes qui sont invitées sur Zoom. Parfait. Donc, je te laisse la parole. Tu vas jouer le modérateur. Et tu donnes la parole. Pardon, si vous permettez, les questions sur l'événement 2001, vous les reportez pour après, hein, d'accord? Oui, ok. D'accord. Okay. Ça marche. Donc, les événements qui se rapportent soit à la genèse des événements de 80, donc est-ce que tu nous as si très bien expliqué et illustré à Abdelnour, et bien sûr, peut-être éventuellement autour de cet événement. Voilà, la parole est à vous. Alors, qui c'est qui va commencer? Pour briser la glace, il n'y a pas de question, je peux poser la question. Alors, il y en aura. moi, j'en ai une. OK. Une question de Kylian. D'accord. Vas-y. Si vous permettez, mais je ne sais pas si je pense que ça aussi, c'est en relation avec 2001, mais je vais la poser. Il va sûrement réfléchir là-dessus. S'il veut répondre maintenant, il peut répondre, sinon il peut après. Moi, ce que je constate en lisant la presse algérienne et en lisant aussi sur l'histoire des événements de 80, il ressort effectivement que beaucoup d'arabo-islamistes parlent de colonialisme, simplement du colonialisme occidental, c'est-à-dire le colonialisme venu du Nord. Et ils ne parlent jamais, par complaisance, du colonialisme venu d'Orient, et à cause de la religion. On n'a pas eu malheureusement l'occasion d'en discuter avec Abdelnour. J'aimerais bien connaître son avis là-dessus. Du moins que récemment, il y a une bonne dame, je ne sais pas si ils l'ont présentée comme étant une scientifique, je ne sais pas ce qu'elle est,
le colonialisme turc, ce n'est pas du colonialisme. Alors que moi, quand une dame comme ça, une scientifique, dit j'allais dire des âneries, je pense que c'est dans le domaine de la psychanalyse. Quand une Algérienne, je ne sais pas si elle est algérienne, dit que effectivement le colonialisme, l'occupation turque, ce n'est pas du colonialisme. Et maintenant, chers frères, chers amis, je n'arrive pas du tout à comprendre où est-ce qu'on se situe. Où est-ce qu'on se situe. Voilà, Abdullah, tu peux répondre maintenant, là, je mets tout à l'heure. D'accord, je vais vous faire plaisir pour vous répondre tout de suite. Mais écoutez, il est clair que le pouvoir algérien a ses historiens, il a ses journalistes, il a ses intervenants sur la scène des sciences humaines, particulièrement l'histoire. Et donc, ils sont chargés justement de brouiller les pistes de l'histoire réelle telle qu'elle s'est passée. Nous avons même quelqu'un qui est un historien français, hein, qui donne du pied au pouvoir algérien, où il élimine tous les acteurs politiques révolutionnaires et autres qui sont issus du pays calife. Je l'ai interpellé à travers une lettre ouverte que je lui ai adressée le 1er novembre 2013. Je ne veux même pas citer son nom parce qu'il ne mérite pas. Et donc, qu'une dame vienne à me dire... Abdullah, juste pour donner un indice, est-ce que c'est lui qui a remis le rapport à... Absolument. Voilà. Ok. Il s'agit bien de lui. Alors, cette dame qui vous dit, qui déclare que les Turcs n'étaient pas des colonialistes, etc., mais nous l'avons appris à l'école. Moi-même, je l'ai appris, je ne sais plus si c'était en 5e ou en 4e, où on nous parlait d'occupation de civilisation, et que les Turcs étaient venus pour nous aérer, nous apporter la civilisation, et que ça faisait partie de ce qu'ils appelaient les futuhat al-islamiyya, auxquels j'oppose plutôt l'expression l'ghuluqat al-islamiyya. Et donc, au motif que les Turcs sont musulmans, eh bien, l'histoire officielle, toute falsifiée, veut faire passer la présence turque en Algérie comme étant une présence amicale, une présence d'émancipation de la société. Non, ce n'est pas vrai. Cette dame, je voudrais qu'elle me cite une seule route que les Turcs ont construit, un seul hôpital que les Turcs ont construit, une seule école que les Turcs ont construit, une seule structure sanitaire, une seule structure sociale que les Turcs ont construit. Chiche, madame, je vous lance un défi. Là où vous voulez, je peux vous rencontrer là où vous voulez. Apportez des documents et apportez-nous la preuve que les Turcs n'étaient pas des colonisateurs. Non, madame, les Turcs étaient des assassins, des criminels, des colonialistes, des plus abjects. Excusez-moi peut-être d'être en colère, mais parce que qu'une dame qui a fait des études et qui contribue à falsifier l'histoire, eh bien, cela ne peut qu'être une collaboratrice justement de tout ce qui a été falsifié en Algérie, notamment en matière d'histoire. Non, madame, vous allez peut-être recevoir un billet d'avion pour aller vous voyager en touriste en Turquie, ça c'est votre affaire, mais ce n'est pas la nôtre. La nôtre à nous, c'est de rapporter les événements tels qu'ils se sont passés, appuyés sur des références avérées, réelles. Quant à vous, ben, écoutez, vous êtes en train je vois à peu près qui est cette dame, mais on la connaît très bien pour être une sujette du pouvoir et qui tente de brouiller les pistes. Voilà, donc rassurez-vous, mon ami, les Turcs ont été des voleurs
ont été des bandits, des criminels, des pirates. Écoutez, madame, j'espère que vous entendez. Que faites-vous de la piraterie turque? Hein? Cette piraterie turque qui contrôlait toutes les routes sur la Méditerranée et sur terre, les routes de l'or, les routes de tout ce qui était précieux, hein? Et qu'il monnayait tous les passants à gauche, à droite. Que ferez-vous de cela? Vous n'allez pas me dire que la piraterie turque n'a pas existé, à moins que vous ayez quelques descendants qui sont d'origine turque. Alors là, je vous comprends. Allez-y. Jafar, je peux rajouter juste un complément d'information par rapport à la question de Massine et la réponse de Abdelnour. Ça ne dérange pas? Oui, vas-y, bien sûr. Voilà, juste parce que Massine Amour, il n'a pas cité le nom de la dame en question, c'est important de le dire. Il s'agit de Fatima Zohra Guichi, une professeure d'histoire à l'université de Constantine. Oui. C'est bien dommage, Abdelnour, c'est bien dommage quand on voit l'école algérienne, l'université algérienne, du primaire jusqu'à l'université, actuellement sont entre les mains des arabo-islamistes. Vous avez vu récemment qui a attaqué en justice l'islamologue kabyle Saïd Jebel Khair. C'est un professeur d'informatique, ce n'est même pas son domaine, d'informatique à l'université de Bel Abbès. Ceci donne l'idée comment ils ont squatté le savoir, les milieux de savoir en Algérie, encore une fois, non seulement de primaire, de la crèche jusqu'à l'université. Voilà, juste pour un complément d'information. Oui, ne donnons pas trop d'importance, passons à autre chose de plus sérieux, s'il vous plaît. D'accord. Jafar, merci, M. Abdeslam. Alors, on t'entend très bien. Juste, je te présente aussi. C'est le vice-président de l'association de Mulhouse. Il est également collègue. Je vous remercie, M. Abdeslam, pour cet exposé et ce rappel historique et cette description vraiment de l'intérieur du mouvement fondateur de 1980. Je voudrais juste nous mettre un petit peu dans le présent et dans le futur et vous demander quel regard vous portez sur l'évolution du mouvement en 2021 et sur le futur de ce mouvement. Est-ce que vous avez un regard? Je pense que vous en avez un. Est-ce que vous pouvez le partager avec nous? Bien, écoutez, je voudrais préciser que je n'étais pas un animateur de premier plan. Hein. J'étais trop jeune, hein, j'étais qu'un simple militant, peut-être attentif, d'accord, mais je n'avais pratiquement aucune responsabilité. On suivait le mouvement tel qu'il évoluait. Mais écoutez, incontestablement, l'événement du 20 avril a posé les jalons de tout ce qui allait devenir la maturité politique qui permet aujourd'hui de faire des propositions aussi diverses que nombreuses sur le devenir de l'Académie, etc. Il est pratiquement impossible qu'un tel événement, je crois que vous avez lié ça avec l'événement de 2001, il est impossible que de tels événements allaient laisser indifférents ou allaient laisser sur place, sur le quai, des militants, du tout. Non, ça réfléchit, ça se concerte, ça anime des conférences. À partir pratiquement des événements de 80, on se retrouvait tous les 20 avril de chaque année à traiter de ce qu'a été l'événement du 20 avril. C'était des conférences, on informait le public, les jeunes générations qui arrivaient sur le plateau, comment de l'événement lui-même, et jusqu'à ce que nous soyons surpris très gravement
par le génocide qui avait apparu en 2001. Il s'agit bien d'un génocide, je pèse mes mots. Je suis là, je suis en Kabylie, donc en Algérie. Oui, je qualifie ce qui s'est passé en 2001 un début de génocide. Comment ça s'est arrêté? On ne le sait pas encore. Mais nous avons été surpris parce qu'on n'avait pas l'habitude, on n'était pas orienté sur des mouvements violents et autres. Non, pas du tout. On faisait de la pédagogie de l'histoire des événements du 20 avril, à travers, comme je vous ai dit, des conférences, des écrits, des publications. Et puis voilà que, brusquement, des assassinats sont annoncés dans tous les coins de Kabylie. Et nous n'avons pas eu une seule région d'Algérie qui était venue à notre secours. Je vais vous raconter un premier événement. Lorsque nous étions arrivés, je crois, au 85e, je dis bien 85e jeune assassiné par les gendarmes, un jeune palestinien venait d'être tué par... en fait, finalement, les gens ne savent même plus d'où c'est venu aujourd'hui, il y a eu des enquêtes. Un jeune palestinien, un enfant palestinien, donc, qui se supposait avoir été tué par des Juifs, par des Israéliens. Eh bien, cet enfant qui a été utilisé par son père comme un bouclier. Le père s'est caché derrière son fils. Et c'est son fils, qui avait peut-être à peine 10 ans, qui a reçu la giclée de balles qui ont été tirées. Et ce jeune enfant palestinien a toute notre sympathie, c'est clair. La cause palestinienne, c'est une cause juste, c'est clair. Mais comment se fait-il que l'Assemblée nationale algérienne, le soir même, a observé une minute de silence à la mémoire de ce jeune Palestinien qui venait d'être assassiné, alors que nous avions atteint 85 jeunes Kabyles qui ont été assassinés et il n'y a pas eu la moindre seconde de recueillement? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Comment on va qualifier cet événement? C'est très grave. C'est terrible. Vous imaginez? Alors, oui, j'insiste pour dire que nous avons été pris de court. On n'a jamais pensé qu'une chose pareille allait se dérouler. Jamais. Si bien que nous étions désarmés. Et même quand on se regardait, nous, entre militants, quand on se regardait, on s'était pratiquement tous retrouvés à l'hôpital de Tizouzou, parce que c'est à partir de cet hôpital que toutes les informations nous parvenaient. Eh bien, on se fuyait du regard. Oui, chers amis, on se fuyait du regard. On ne pouvait pas se voir dans le blanc des yeux. Parce qu'on avait à la fois, on a été surpris, on ne savait pas que ça allait se passer comme ça, mais à la fois on avait honte. On avait honte de n'avoir pas peut-être été suffisamment précautionneux pour anticiper sur de tels événements. Les partis politiques de Kabylie étaient loin de prendre en considération une telle éventualité. Très, très loin. Voilà, donc on avait tout cela. Mais je reviendrai tout à l'heure quand j'aurai peut-être développé un peu plus l'événement de 2000. Jafar. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, vas-y. Juste pour compléter, en fait, je voulais qu'on se mette un petit peu dans le présent. Hein, est-ce que moi je considère que le Hirak actuel en Algérie, c'est un petit enfant du mouvement berbère de 1980. Alors, est-ce que, ma question maintenant, est-ce que la cause berbère a des chances de ne pas être oubliée cette fois-ci? Bien, écoutez, c'est encore bien plus important que cela. Tous les slogans qui sont annoncés en arabe algérien ne sont rien d'autre que la traduction des slogans de 80 en kabyle. Et tant mieux.
Oui. Tant mieux qu'ils font dire à la langue arabe, pour une fois, ils font dire à la langue arabe des contestations, des dénonciations, pendant que cette langue arabe avait été orientée vers la Kabylie à travers l'école, à travers la télévision, à travers tout un ensemble de moyens de communication, de diffusion, comme étant un outil de dépersonnalisation de la société berbère de Kabylie. Et voilà que cette langue arabe est en train d'être lavée, enfin lavée, peut-être un peu trop exagéré de ma part, mais en tous les cas, les propos sont quand même des propos assez durs, des propos contestataires de profondeur, parce qu'ils ne sont rien d'autre que la traduction de nos anciens slogans politiques. Alors, est-ce qu'il y a un avenir là-dedans pour... absolument, mais il n'y a absolument rien à douter de l'avenir de l'évolution de la conscience berbère en Kabylie. Absolument pas. Il y a une évolution dans la formulation, une évolution dans les propositions politiques, dans les projections. Vous savez, c'est très condensé, c'est très alimenté par des textes, par des éditions. Voilà, le Kabyle a toujours préféré prendre la plume plutôt que de prendre un fusil, parce que la plume est encore beaucoup plus importante que le fusil. Donc oui, il y a sur le terrain émergent des propositions qui vont jusqu'à partir de propositions pour l'autonomie de la Kabylie ou plutôt pour le fédéralisme, jusqu'à l'indépendance de la Kabylie. Et là, ça gagne du terrain au fur et à mesure des agressions. Ben, écoutez, il y a tout à l'heure, avant que je ne vienne à vous, j'ai vu une vidéo d'un islamo-baptiste raciste, criminel, multiplié avec moi tous les qualificatifs, si vous voulez, qui déclare, elle a été donc engagée tout à l'heure, il déclare que si j'avais un pouvoir quelconque au sein de l'État algérien, je demanderais au journal de 20 heures à tous les Kabyles qui ne sont pas contestataires de la question musulmane et arabe de quitter la Kabylie et ne laisser en Kabylie que ceux qui remettent en cause l'arabité et l'islamité de l'Algérie, afin que je puisse les bombarder. Texto, imaginez. Alors, qu'est-ce que ça peut provoquer des déclarations criminelles comme celle-là? Qu'est-ce que ça peut provoquer? Ça risque de provoquer très certainement des réactions inattendues. Absolument. Donc, vous voyez, nous sommes vraiment dans un brasier qui n'a pas... ce brasier n'est pas encore... je préfère plutôt citer une phrase de Mamri qui disait quand trop de larmes brûlent les cœurs, etc., etc. Et puis il dit c'est comme devant un bûcher, bois sur le bûcher, et il suffit seulement du bout de bois d'un esclave pour faire dans le ciel de Dieu le plus énorme incendie. C'est encore valable aujourd'hui. Monsieur, oui, cher ami, c'est encore valable aujourd'hui. Voilà, nous attendons à des scénarios les plus barbares. Mais je pense que les événements avancent vite et nous devons prendre nos responsabilités. Sagement, dans la concertation, dans l'échange des idées, pour essayer de trouver une solution la plus idoine pour notre région. Voilà. Merci. Rachid, tu voulais dire quelque chose? On t'entend pas, action de ton micro, Rachid. Oui. Non, je voulais juste par rapport à ce sujet, passer à autre chose. Donc, ce qu'il a dit Abdallah au sujet de l'enfant palestinien, tu sais qu'on est très méticuleux sur les précisions. Il s'agit du petit
Mohamed Al-Doura, qui est un enfant de 12 ans, assassiné par la police, enfin l'armée israélienne, le 30 septembre 2000. Ça veut dire c'est quelques mois avant les événements. Effectivement, l'Assemblée algérienne a fait un minute de silence suite à ça, mais jamais les 126 morts, Kabyles, ça ne les intéressait pas. Pire que ça, il y a eu des manifestations où les Algériens sont sortis dehors pour cet enfant palestinien, mais jamais ils ont fait quoi que ce soit pour les 126 jeunes Kabyles assassinés. Voilà, ça c'est pour l'histoire. C'était en 2001, Rachid. C'était en 2001, pas en 2000. En 2001. Dans 2000, hein. Enfin, à moins Non, qu'il y ait... 2001, 2001. Oui, bah, il y a eu. C'était en 2001. Parce qu'on avait contesté sur place. On avait été à 85 morts. Hein. Et là, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, on a lancé un appel à toute l'Algérie, aidez-nous, sauvez-nous, etc. Ouais. Aucune région d'Algérie n'a eu à répondre à nos appels de détresse. C'était des appels de détresse. Et personne ne nous a écoutés. On s'est débrouillé. Alors, si je me permets aussi, le mouvement 80. Donc, c'est un mouvement dont tu nous as rappelé la genèse, qui est un mouvement qui a quand même des racines qui remontent à très loin. Les conséquences universelles de ce mouvement, au-delà de la question légitime, berbère, la question mazir, la question, mais il y a tout ce qui est liberté, droit, voire même séparation de l'État. Il y a tout ce qui, je pense, beaucoup signeront avec les 10 doigts, j'allais dire, qui semblent tellement évidentes dans certaines sociétés, mais on sait dans les sociétés nord-africaines comment c'est rejeté. Mais là, c'était un mouvement qui est porteur aussi de cet espoir. Oui, absolument. J'aurais pu traiter tout de suite du cas. Dès la libération des 24 détenus en 1980, sous la pression de la population, mais également les relais que des étudiants kabyles et des citoyens kabyles qui étaient dans l'immigration, eh bien, ça a fonctionné, ça a influé sur le pouvoir algérien qui a été amené à libérer assez rapidement les 24 détenus. Et je dois préciser, pour le respect de la mémoire, le colonel Ouamran est intervenu directement auprès du président Chadli pour exiger la libération des 24 détenus. Ça, c'est pour l'histoire. J'étais un témoin direct. J'étais présent chez lui à Hydra lorsqu'il avait envoyé un télégramme illico presto. Voilà. Alors, donc, après la libération des 24 détenus, le pouvoir semblait revenir à une position de sagesse, etc. OK, écoutez, les problèmes, ben, il y en a, il n'y a pas de problème. Mettez-nous ça par écrit, faites quelque chose. Et ils nous ont donc laissé nous retrouver dans une structure à Koren, c'est un centre de vacances, je crois, familiales, comme ça, où ceux qui étaient en position de pouvoir proposer quelque chose, on s'est retrouvés là-bas et on s'était organisé en atelier et à la fin, il y a eu un rapport de synthèse où effectivement on a posé des problèmes liés à la démocratie, liés à la liberté d'expression, liés à la revendication des langues populaires, des langues algériennes, le berbère et l'arabe algérien. Nous sommes les premiers, les seuls en Algérie, bien entendu, on reposait sur les positions de Kateb Yassine, bien entendu, hein, qui fait que l'arabe algérien soit reconnu comme une langue d'enseignement, comme la langue berbère d'ailleurs. Donc, le problème de la femme, le problème parce que l'histoire du code de la famille avait été traitée. Donc, pratiquement tous les aspects liés au développement d'une société ont été rapportés dans ce qu'on appelait à l'époque le rapport de synthèse, qui a été remis
d'ailleurs, au même propre au ministre de l'enseignement supérieur de l'époque, je crois, mais il n'y a pas eu de réponse, bien entendu, à ce jour. Voilà. Mais c'est des questions primordiales, des questions profondes de société qui ont été posées. Hein. Voilà. La création, est-ce qu'on peut lier la création de la Ligue des droits de l'homme à la suite de ce mouvement qui était en 85? Incontable, absolument, absolument, incontestablement. La création de la Ligue des droits de l'homme est elle aussi le prolongement des événements de 80. C'est-à-dire qu'il fallait trouver d'autres formes de lutte plus porteuses, mais surtout à résonance internationale. Et cet événement, c'est la création de la Ligue algérienne des droits de l'homme, était une idée géniale hein, qui consistait à pérenniser le problème des libertés démocratiques en Algérie. Donc, dans la question berbère, bien sûr. Merci beaucoup. Achille, est-ce que tu veux apporter quelque chose? Achille Kibaili, est-ce que tu nous entends? Il parle, hein? Akili n'a pas mis en muet son ordinateur, mais bon, peut-être il va revenir après. Il parle, mais ça passe pas. On n'entend pas Akili. Hein? Peut-être Massine, il va l'appeler. Appelle-le au téléphone, Massine. Sinon, autre question, tu peux passer à un autre, Jafar, tu veux? Ouais. Serge, est-ce que tu veux, par rapport à un témoignage, un parallèle avec les Berbères du Maroc, est-ce que… c'est notre cousin Nazir, là. Il n'y a pas tout à fait le même problème quand même au Maroc, apparemment. Il n'y a pas les mêmes problèmes que vous avez en Algérie et au Maroc. Là, d'ailleurs, parce qu'ils reconnaissent déjà la langue, c'est déjà pas mal. Et toi, donc, il y a la région d'Agadir. Bah oui, il y a une université. L'université Zor, c'est ça, hein, je crois. Ouais. Alors, pour répondre à M. Serge, c'est ça? Jafar Abdelnour, si ça ne te dérange pas, si ça ne te dérange pas, Abdelnour, je pose la question par rapport au Maroc, justement, et d'une façon plus globale. Quel a été l'impact du printemps berbère 80 sur Temazra? Eh bien, il est clair que la répression qu'on subissait en Algérie était de moindre gravité que la répression que les Berbères du Maroc et de la Libye avaient subie. C'est terrible. Le Maroc a effectivement inscrit dans la Constitution que la langue berbère est une langue nationale, mais à ce jour, le décret d'application n'a pas été signé. L'enseignement du berbère au Maroc est encore assuré par des associations culturelles. Ce sont des militants qui veulent bien intervenir et sinon, non, l'enseignement de la langue berbère au Maroc n'est pas fait d'une manière officielle parce que le décret exécutoire de l'article de la Constitution marocaine qui date je crois, de 2010, un peu plus que 2010. Là j'entends quelqu'un qui parle. C'est Akili qui a son micro ouvert. Non, juste pour terminer la réponse, hein, pour non, dire que je l'ai mis en muet. Les Berbères du Maroc sont piégés, ont été piégés par l'obligation de l'utilisation du caractère tifina, qui est un caractère qui ne peut pas contribuer au développement de la langue berbère. Bon, absolument, on peut le mettre dans le domaine de l'archéologie, de l'anthropologie, etc. Oui, de la science de l'évolution des écritures, ok, mais de là à penser que
le caractère tifinagh mènera loin la langue berbère, j'en doute très fort, permettez-moi de douter, et permettez-moi aussi de dire que c'est un piège du roi du Maroc qui a trouvé l'astuce comment lâcher du lest, d'accord, parce qu'il y avait des ondes qui parvenaient depuis l'Algérie et qui risquaient de déborder sur le plan politique. Mais sinon, il a trouvé un piège vraiment abracadabrant. Hein. Non, non, c'est une autre forme plus moderniste, si vous voulez, de blocage dans l'évolution de l'enseignement de la langue berbère au Maroc. Non, la langue berbère au Maroc n'est pas encore officiellement langue nationale et officielle. Ça, c'est dans la Constitution. Hein. Nous sommes en relation avec nos amis marocains qui nous tiennent informés. Voilà, donc, s'il y a bien un pays où, au plan constitutionnel, la langue berbère a évolué, c'est en Algérie. Elle est nationale et officielle. Au Maroc, elle n'est pas officielle. Elle est déclarée seulement, c'est à titre déclaratif. Elle est langue nationale, mais sur le terrain, je vous dis, c'est encore des actions militantes qui sont menées pour son enseignement. Et d'ailleurs, la plupart des associations qui ne dépendent pas directement des structures officielles du Royaume du Maroc enseignent le berbère en caractère latin tel que Mamri a élaboré le système. Voilà. Mais Abdelnour, je me permets de te contredire, elle n'est pas officielle aussi en Algérie. À partir du moment que le passeport, la carte d'identité, tous les papiers administratifs, ils sont uniquement encore en arabe. Et ça a été fait après la constitutionnalisation du Tamazight. Non? Oui, enfin, c'est pas une contradiction que tu m'apportes. Non, tu apportes une information selon laquelle, même si la langue est déclarée langue nationale et officielle, elle tarde, bien entendu, à être intégrée dans les documents officiels tels que, par exemple, le passeport, la carte d'identité, etc. Mais ça va venir. Et moi, je vais te citer encore un exemple récent de ce que les pesanteurs anciennes ne sont pas toutes tombées. Si le pouvoir ne s'affiche pas d'une manière claire dans le ralentissement, la technique de ralentissement d'évolution de la langue berbère, en tout cas, ils le font d'une manière assez sourde. Ils essaient de réduire sur le plan géographique l'enseignement de la langue, ça on le sait, c'est clair. Mais ils y vont encore, et permets-moi de te rappeler la bourde du ministre du Commerce qui annonce la prochaine promulgation d'un décret, d'une loi plutôt, aussi, qui interdit toute autre langue sur les enseignes des commerces autres que la langue arabe. J'ai eu à lui répondre 10 minutes après qu'il ait annoncé cela. Mais ça, c'est un complot qui est orienté vers la Kabylie. C'est clair, on veut créer une effervescence en Kabylie pour la réprimer, trouver un moyen de la réprimer, parce que les Kabyles n'accepteront jamais, aucun commerçant de Kabylie, en tous les cas, n'acceptera d'arabiser son enseigne de son propre magasin. Bien au contraire, les Kabyles sont en train de gommer, de peindre en noir la transcription en caractère arabe des panneaux d'indication sur les routes, etc. Donc, la réaction, c'est rapide et je suis à peu près certain que cette loi ou ce décret ne parviendra pas, puisqu'il a été annoncé seulement au niveau du Sénat, mais en disant que c'est un projet. Hein, ils n'ont pas annoncé que c'était. Mais que le ministre du Commerce déclare ce genre de truc, et ce n'est pas de son bon vouloir personnel. On lui a dit de dire ça. Il y a un laboratoire fantoche qui essaye de trouver des
des astuces pour créer un mouvement en Kabylie afin de pouvoir le mater, tout simplement. Donc ça, on est conscient, Rachid, on sait très bien. Les académies par wilaya, par daïra, etc., on sait qu'il y a des blocages, mais on fait face. Voilà, c'est dire que notre emploi du temps, en termes de résistance et de contestation, il est bien rempli. Hein. Voilà. Juste une précision par rapport au Maroc. Je viens de regarder un petit peu. En fait, c'est une langue officielle depuis 2011. C'est dans la Constitution et c'est à l'article 5. Oui, mais il n'y a pas de décret exécutoire. C'est ça le problème. Ah, d'accord. Donc, il faut être d'accord. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Oui. Ah, ouais. Et même, je dirais que le Maroc a été le premier à avoir inscrit justement la langue berbère comme étant langue officielle dans la Constitution avant l'Algérie. Sauf qu'il n'y a pas eu de pratique sur le terrain, alors que chez nous, c'était immédiat. Je crois quand même que c'est enseigné dans les écoles. Ouais. Juste pour amener une précision à Abdelnour que Winatis Mr. Rachid, elle est reconnue officielle et nationale. Mais attention, il ne faut pas oublier, je ne me souviens plus de l'alinéa de la Constitution, la langue arabe est langue de travail. Moi, je pense que cette reconnaissance est due naturellement aux événements de 80, aux événements successifs qui ont eu lieu. Mais je vais vous raconter une petite histoire d'année. Achille Snitz, c'est lui le président. Il faut que je le traduise sur le c'est une société pour les peuples menacés de disparition qui est ici. Il faut travailler beaucoup plus sur les Maziroun, ils sont menacés de disparaître. Je suis dit, d'ailleurs, depuis ce jour-là, c'est fini, je ne communique plus avec lui. Mais la langue kabyle, la langue mazir, elle est reconnue. Comment? Et lorsque je lui ai dit, oui, effectivement, elle est reconnue simplement comme deuxième collège à Makni pendant l'occupation française, elle est reconnue, c'est à vous maintenant de voir, et ainsi de suite. Alors que c'est un leurre. La langue amazigh, la langue kabyle n'est pas reconnue. Moi, je mets les points sur les i. Le gouvernement algérien, le gouvernement colonial algérien, ce qu'il a fait sur la Constitution, c'est une constitution mensongère et c'était un cadeau pour le monde international, pour les relations internationales, c'est pour avoir sa paix avec les capitales occidentales, en général les capitales occidentales. Voilà. Je comprends ta position. Je vais vous répondre. Mais avec des cousins, avec des gens, la langue elle est nationale, elle est officielle. Pourquoi vous écrivez la langue arabe en premier sur les écriteaux? Pourquoi vous mettez en nom? C'est marqué sur la mairie, c'est la langue arabe est première. Yeah. Donc, à mon avis, il faut. Oui, je comprends tout le monde là, on peut. Mais moi, j'ai mal que la constitution algérienne nous prenne, excusez-moi tous maintenant, nous prenne pour des imbéciles. Voilà le problème. Il faut expliquer au Kabyle moyen, même l'Algérien moyen ne comprend pas. L'Algérien moyen ou lèche. Mais c'est à Alger. C'est à Notre-Dame d'Afrique, Bab-el-Oued. C'est là où j'ai vécu. Il y a absolument, je n'ai jamais rencontré un arabophone qui accepte, qui acquiesce à ce que voilà, la langue kabyle, tu étais un amazigh, à cause de l'islam et ainsi de suite. Écoute, quand j'y vais à Notre-Dame d'Afrique, on essaie de discuter, on prend un café, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu entends? J'ai l'impression que c'est la régression. Oui. J'ai l'impression de retourner dans les années d'Alirzich,
Oui, oui, alors, je vais tenter de vous répondre. D'abord, pourquoi la langue berbère a été déclarée langue officielle? Rappelez-vous ce que j'ai eu à déclarer sur une télévision à l'époque même. Rappelez-vous le contexte dans lequel était le monde arabe. C'était des mouvements qui apparaissaient d'un pays à l'autre et on appelait ça communément le printemps arabe. Alors, ce Bouteflika, qui pourtant avait juré à Tizi Ouzou que la langue kabyle pouvait éventuellement être une langue nationale, mais ne sera jamais officielle. N'oubliez pas qui a applaudi une telle insulte. Il ne faut pas l'oublier. Et si le pouvoir a fini par lâcher et reconnaître le Mazer comme langue officielle, c'est parce que, d'abord, nous sommes au mois de février, nous sommes donc aux portes du printemps. Il y avait une effervescence énorme en Kabylie, et afin que l'Algérie ne subisse pas son printemps arabe, bien que nous n'étions pas des Arabes, eh bien, ils ont trouvé l'astuce de déclarer que la langue berbère est langue officielle. Et c'est vrai que ça avait atténué les ardeurs. C'est vrai. Mais vous parlez de Bab el-Oued. Bab el-Oued investit les rues d'Alger avec des slogans en faveur de leur propre identité amazigh, eux, des Bab el-Ouediens. Peut-être qu'ils le disent en arabe algérien, mais parce qu'ils ont été, l'environnement social a fait que l'arabe algérien a pris sur la société. Et je pourrais même vous dire qu'il n'y a pas un seul Kabyle en Kabylie qui ne parle pas l'arabe algérien. Pourtant, on est loin des zones arabophones. Mais c'est les relations, et puis la nature du Kabyle d'essayer de comprendre le tout. Alors, non, l'enseignement n'est pas généralisé sur toute l'Algérie, c'est vrai, pour des raisons bien connues qui sont des raisons d'hypocrisie politique, mais il y a aussi des raisons qui peuvent être justifiées dans la mesure où la population berbérophone n'est pas très, très forte en nombre dans ces zones-là. Par contre, dans toute la Kabylie, et d'ailleurs toutes les régions berbérophones d'Algérie continuent de compter sur la Kabylie, l'enseignement se fait normalement, il ne se fait pas en caractère arabe, il se fait en caractère universel, en caractère dit latin, et en fait ces caractères ne sont pas seulement latins. Si vous vous reportez à un ouvrage qui a été réalisé par un spécialiste de la céramique, Jean-Bernard Moreau, qui apporte la preuve que plus de 60% des caractères latins sont d'origine berbère. Donc en fait, on n'a fait que reprendre ce qui nous a appartenu à travers l'histoire. Mais là, ce n'est pas du tout le caractère arabe qui est utilisé à l'école, c'est le caractère universel. On préfère plutôt dire caractère universel plutôt que de dire caractère latin. Et si nous voulons nous inscrire dans la dynamique universelle, nous devons aussi suivre quelques exigences que l'universalité impose. Et de toute manière, c'est dans notre intérêt. Aujourd'hui, nous avons réussi à intégrer dans le système du micro-ordinateur, grâce à je ne sais plus quel organisme là qui s'occupe de cela. Essayez de me dire quelle est la firme américaine qui a le monopole. Microsoft, hein, voilà, Microsoft a décidé d'introduire la transcription du berbère tel que Mouloud Mamri Del-Mouloud l'a élaboré. Et je vous rappelle que le prince d'un pays arabe, je crois que c'est le Qatar, avait proposé 2 millions ou 2 milliards de dollars à offrir pour Microsoft afin qu'il n'intègre pas la transcription amazigh dans le système Microsoft. C'est dire que nous n'avons pas seulement le pouvoir algérien en face de nous, mais nous avons aussi le monde arabe qui n'acceptera pas que l'Afrique du Nord se désarabise parce qu'il y a un problème de géopolitique qui est en jeu là-dessus. Et donc, vous voyez que nous faisons face, pas seulement au pouvoir algérien, on fait face aussi à des forces terribles.
vous parlez des Occidentaux. S'il y a bien des ennemis non avérés, non déclarés, face à la berbérité, ce sont les pays occidentaux. Comment se fait-il que, par exemple, en France, j'ai eu à discuter avec un ancien ministre français, Jack Lang, à l'occasion d'une caravane que nous avions engagée en 1998 dans plus de 15 villes de France, qui est arrivé à l'Assemblée nationale. On a fait une halte et j'ai eu l'occasion de discuter avec M. Jack Lang, qui n'était plus ministre, puisque c'était la droite qui était au pouvoir, et qui me dit que la deuxième langue de France, c'est le berbère, à travers le nombre de ses locuteurs. Et il m'avait dit qu'à l'époque, sur les 2 200 000 émigrés algériens en France, les 2 millions étaient des Kabyles, des berbérophones. Ajoutez à cela les 500 ou 600 000 berbérophones marocains, faites-moi l'addition. Mais alors, mon cher ami, comment se fait-il que la France ne s'occupe pas de la deuxième langue de France? Comment se fait-il que la France a construit un gigantesque truc arabe, là, comment on appelle, là, le grand bâtiment là. L'Institut du monde arabe. Tout un institut pour le monde arabe. Citez-moi une seule maison de la culture que l'État français a construit en faveur de la culture de la langue amazigh. Citez-moi-en une. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette contradiction? Et voilà que M. Macron est en train de préparer jusqu'à l'enseignement de l'arabe, introduire l'enseignement de la langue arabe dans le système scolaire. Parce qu'il y a une question de géopolitique basée sur du pétrole, sur le gaz et maintenant le gaz de schiste, etc., etc. Il faut intégrer tout cela. On n'est pas seul sur le terrain pour décider, faire face, etc. Nous faisons face à un poids terrible parce qu'il n'est pas seulement national, il est international. Alors donc, y compris dans les ORES, on a pu intégrer l'usage du caractère universel. Voilà, donc non, il y a des avancées. Nous avons aussi l'institution qui a été le produit gagné suite au boycott scolaire de 1995. On a le HCA, le Haut Commissariat de la majorité, qui fait un travail magnifique, extraordinaire. Des colloques nationaux, internationaux, ou des spécialistes, de grands spécialistes de la linguistique, etc., de la toponymie, etc., viennent. Et après, il y a des éditions qui sortent. Moi, j'en ai plein de ces éditions qui sont ici chez moi. Et les enseignants suivent, les inspecteurs suivent. Non, dans l'arrêt en Kabylie, permettez-moi de vous dire que non, l'enseignement du berbère est bien installé, mais bien sûr qu'il faut pouvoir dénicher tous les envoyés du pouvoir dans toutes les académies, toutes les institutions en charge du développement de la culture, etc. Ils envoient des gens en mission pour freiner. S'ils ne peuvent pas interdire, et en tout cas, ils freinent, ils réduisent les budgets, etc. Ça, on le sait. Mais là, c'est pourquoi je répondais tout à l'heure à toi-même que nous n'avons pas encore fini de démasquer quelqu'un qui était placé là dans un poste pour bloquer, pour que tout de suite, 2 ou 3 autres sont déjà installés. Écoutez, nous avons aussi des pétains chez nous. Il n'y a pas que la France qui a eu ces pétainistes. Dans le monde entier, on trouve des pétainistes. On en trouve aussi en Kabylie. On les appelle des SDK, service de KDS. Oui, on en a, et alors on ne fait pas exception, c'est tout. Ils sont dénoncés, quand ils sont dénoncés d'une manière assez forte, ils quittent carrément la région. Et puis nous avons des partis politiques de la région qui ne sont réduits à la simple appellation de leur sigle. Comment se fait-il qu'un ministre du Commerce annonce une telle initiative, une telle décision
outrageuse pour empêcher la transcription du berbère de la langue amazigh sur les enseignes des magasins, aucun parti politique de Kabylie n'a eu à s'exprimer encore à ce jour. J'avais mis 10 minutes. À peine j'avais été mis au courant que je suis passé en direct sur BRTV pour le dénoncer. C'est à moi de faire ça. En tant que simple citoyen, je n'appartiens à aucune organisation. Je n'appartiens à aucune association. Je n'appartiens organiquement à rien. Je n'appartiens qu'à moi-même. Et au fond de moi-même, il y a ma conscience. Et c'est à moi de faire ça. C'est à moi d'aller... je suis un simple citoyen, on peut venir m'arrêter à n'importe quel moment. Comment se fait-il que le RCD et le FFS ne se sont pas exprimés encore à ce jour? Comment se fait-il que des représentants du FFS et du RCD qui devaient participer en même temps que moi à une émission avec Amazigh World aux États-Unis ont décliné leur participation. Ils étaient seuls ensuite à faire face à tout. Pourquoi ils ont refusé de venir m'affronter là sur place? Parce qu'ils savent ce que je vais dire. Alors, donc, la critique, c'est bien, mais il faut la voir d'une façon objective et dans sa globalité. C'est facile hein, de vivre en France, et puis quand il y a une manifestation qui se profile, tel que par exemple le 20 avril, etc., et on se dépêche à prendre un billet d'avion pour venir et non pas être, mais uniquement pour paraître. Alors, les systèmes-là, les façons-là de vouloir être plutôt que de paraître, ça maintenant, c'est fini, ça ne marche pas. Parce qu'il y a il ne faut pas être absent. Pourquoi? Parce qu'il y a des objectifs en avant. Voilà, donc non, c'est important que les partis politiques de Kabylie ne se sont pas exprimés là-dessus. Je regrette. C'est absolument important. Ils étaient les premiers qui devaient absolument intervenir. Parce que ce sont des institutions, un parti politique est une institution, et protégé supposé protégé par la loi, et pouvait s'exprimer. Aucun n'a rien dit, ils ont laissé faire. Alors moi, je pense que ne rien dire, c'est être d'accord avec ça. Oui, cher moine de Hussein, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, quand on garde le silence devant un grave projet de loi et on se tait, ben, cela veut dire qu'on est d'accord. Oui, je vous le dis, hein, je suis là, demain je les affronterai, il n'y a pas de problème. Oui. Alors, il faut poser les questions d'une manière assez globale. Voilà, je crois qu'il n'y a que Farhad hein, qui, une semaine après, a dénoncé cela et il a très bien fait de le faire. Il aurait pu quand même le faire très rapidement. Une semaine pour le faire. Mais en tout cas, il l'a fait. Lui au moins. Et il y a eu quelques intervenants aussi après qui sont passés à TQ5 qui ont dénoncé cela. Je pense à Saïd Douman, enfin, les émissions que j'ai pu voir. Donc, quand il y a une faillite au niveau des élites politiques, rassurez-vous, la société, elle bondit. Elle bondit. Et je ne sais pas comment se fait-il que vous ne remarquez pas, vous ne notez pas qu'en Kabylie, nous avons pratiquement 75% du nombre d'associations qu'il y a au niveau national, elles sont en Kabylie. Et les associations culturelles font un travail magnifique, absolument magnifique. Vous savez que sur les 365 jours que compte une année, nous avons 185 rendez-vous culturels calendaires. Il y a quelques temps, on était à 175, nous sommes maintenant à 185. Rendez-vous culturels. Et quand je dis rendez-vous culturels, c'est-à-dire que chaque village organise un événement en fonction de ses spécificités locales. On se retrouve pendant 4 ou 5 jours, il y a des événements qui sont organisés à travers, où des conférences sont tenues, ont lieu,
elles font évoluer le niveau de la société parce qu'on fait découvrir que la figue de barbarie contient plus de 83 possibles médicaments. Et bien maintenant, des jardins de figues de barbarie commencent à apparaître. Mais maintenant, ça commence à se faire. La figue normale de Timaouche, elle est devenue un label aux États-Unis. Elle se vend aux États-Unis. Alors, donc, les associations culturelles, elles ont fait revivifier des traditions qui ont failli disparaître, comme Magafet Soud, comme Hayib, comme Tulian Tirigouan. C'est-à-dire, lorsqu'on donne, pas l'ordre, mais l'autorisation à tout le monde d'arroser leur jardin, c'est une décision qui est prise. Il faut un jour donné pour tout le monde, etc. Et puis ça devient une fête. Et nous avons énormément de sujets culturels et ce n'est pas de la folklorisation, hein, absolument pas. Et du folklore, oui, mais ce n'est pas de la folklorisation. Je vous dis, c'est des conférences, des sujets traités, hautement traités. Alors, on se réunit autour d'un livre, on se réunit autour d'un personnage. Je veux citer Mamri, Belaïd Ta'lim, Mouloud Firaoun, Jean Amrouche, Taous Amrouche, etc. C'est des colloques entiers qui sont organisés dans les villages. Et nous avons même intégré des événements culturels qui se déroulent dans le monde, mais qu'on juge utile pour nous de les intégrer dans nos programmes. Par exemple, la Journée internationale de l'arbre, de l'handicapé, de l'enfance, de la liberté d'expression, etc. Ça se passe en Kabylie. Et ça parle comment? En quoi? Ça parle en Kabylie. Imaginez que maintenant, la Kabylie a fait un saut qualitatif dans l'usage qu'elle fait de la langue. Pas seulement dans les métiers. Vous savez très bien que la langue berbère était d'abord une langue des métiers. Là, maintenant, elle a atteint des sujets d'ordre technologique, etc. Non, mais il y a une évolution. Tout n'est pas blanc, mais tout n'est pas noir aussi. Hein. Voilà. Non, il y a quand même une évolution extraordinaire. Moi, je suis sur le terrain, j'anime des conférences, donc je vois, je regarde, je vais partout en Kabylie où je peux y aller, où on m'invite. Je trouve que l'onde d'avril 80 a pénétré tous les foyers, tous les villages, tous les esprits. Non, ne vous inquiétez pas. Cependant, il est clair que du temps où nous étions seulement entre nous, on croyait que derrière les montagnes, il n'y a plus rien, il n'y a pas de monde, et que la langue a été protégée parce qu'il n'y avait pas d'intrus. Mais aujourd'hui, nous sommes un peuple parmi les peuples du monde qui sont en interconnexion. Et les langues à partir dans le monde entier sont bouleversées. Il n'y a pas que chez nous. Partout, les langues sont bouleversées. La première langue à avoir été bouleversée, c'est la langue française. 60% des noms, à l'époque, hein, des noms de la langue anglaise étaient de provenance française. Et aujourd'hui, ils ne sont plus que 10%. Voilà. Donc, nous sommes un peuple parmi les peuples. Et il y a l'évolution de la communication et de l'intercommunication. Moi, j'appelle ça la médiacratie. Hein, voilà, je suis dans un village en Kabylie, complètement dans un champ, et je suis avec vous aussi bien au Canada qu'en France, en direct. Tout ça, ce sont des nouveaux moyens qui sont arrivés à l'usage au moment où la langue, la culture, la civilisation berbère en a besoin. C'est un cadeau du ciel, ça. C'est extraordinaire. Non, mais on bénéficie de tous ces moyens nouveaux, modernes de communication pour faire évoluer, avancer la chose. C'est très bien, c'est magnifique. Excusez-moi, j'ai dit peut-être utiliser la parole. Oui. Merci beaucoup.
Je crois je ne sais pas ce que tu en penses, Rachid. On libère à notre ami Abdelnour. Il y Là, a, on a il y a des gens qui ont posé des questions sur le sur chat. mais Oui, je suis là pour répondre, il n'y a pas de problème. il Je y peux a une répondre, question, hein, il y a pas de problème. Jafar, il y a une question qui est posée dans le chat. Si tu peux la poser, Ouais. la Vas-y, toute vas-y. première, la toute première sur les Tifinards, sur le Tifinard, Euh, sur le chat. sur YouTube. Ah oui, écrit dans le Sur Zoom. le Zoom, elle est sur le Ouais. Zoom. D'accord, je vais la lire. Je vais la lire. Alors, la question est l'utilisation du tifinagh pour l'enseignement au Maroc a été choisie pour éviter un rapprochement, voire une union avec la Kabylie. Ben voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il pense, Abdelnour? Ah ben voilà, j'ai répondu avant que la question ne soit posée. Ouais. J'avais dit que c'était Moukh, une tactique. justement, à Jafar, je profite de l'occasion. Par rapport à ça, j'ai fait une interview intéressante à un écrivain marocain qui a écrit beaucoup de romans en latin. Je vais partager avec vous qu'est-ce qu'il a dit au sujet de ce point précis-là. Il est intéressant, ça prend 2 minutes. Hein, donc, je vais le partager avec vous. Écoutez-le. Et puis, Abdallah, il va le commenter. Donc, tout de suite là, il est là avec vous. Écoutez-le. Dialectale comme langue nationale et officielle. On dirait qu'ils ont copié-collé. Hein. Les mots d'ordre de mouvements citoyens en Kabylie, donc le mouvement des arches, Olash Semahulash, pouvoir assassin, les gens ils les scandaient dans les facultés au Maroc, en hommage à la Kabylie. Mamiri, Mouled Mamiri, Tahab Jaout, Katib Yassine, Fir'aoun, je peux vous assurer qu'ils sont lus plus que les auteurs marocains. Ils sont très présents, ils sont très lus. En fait, comme j'avais écrit dans un article publié par le matin d'Algérie, c'était notre revanche face à la répression de la monarchie marocaine contre les Berbères. Nous, on brandissait la Kabylie comme revanche. On dit, il y a d'autres Berbères comme nous, mais qui sont plus avancés que nous. Et ça nous faisait beaucoup de bien. C'était un exemple pour nous. Donc, on écrit, d'abord, on a repris Sama Amrit, donc pour écrire en latin. C'est donc ce qu'on appelle Sama Amrit, donc la graphie latine. Donc, on a commencé à écrire avec ça, alors qu'auparavant, les associations amazières, la plupart des associations amazières qui avaient en graphie latine, c'est grâce à la Kabylie qu'on a commencé à écrire en latin. Donc, avec des documents, des règles établies par Mamri avant et après Salim Chaker et tous les autres figures de combat amazigh. La Kabylie, elle a une grande influence culturelle et politique sur les Amazirs de Maroc au cours des années 90. D'ailleurs, c'est ce qui a poussé un porte-parole de roi de Maroc à dire qu'il faut dékabiliser le combat amazigh au Maroc. Parce que les gens commencent à réfléchir comme les Kabyles. Il a dit publiquement, il a dit qu'il faut dékabiliser ce combat. اكسل يهاوني دنيا ذاك كي شكون تسميتيا ويثيري دي توالين يتضغطي تراكان اسنا 24 يونيو 2020 المندو سميتيا 22 سكواسمين غان معطوب ثوغ يون ماغراد سوازاليت دي بورميس كي الكترونيك الماتان دالجيري اسلحاي مثلا حميد اعراض سوازاليت سوازاس لا كابيلي ايتي نوتر اورانج كي تتوالي ماكاتورا عندها اكسي اللي في ديك هضرك في شوال كي هذا نشد يجبد مليح الولهاو مثل غير وما غير هذاك اكسي اذا كنت نضد كي تدنا ذاك les autorités le régime marocain Barthel et à un moment donné il a peur de la kabylisation des militants amazigh dans le Maroc et qui reste وكنا اللي مقرن تكاري كيس نشتكي دعا سنضد شكيس ومن وشدي ديسنوفال إركام et là pour objectif de décabiliser la mentalité des militants amazirs au Maroc. Oui, il faut un savoir et وشو le إركام qui est donné il a pour but de décabiliser. En commençant peut-être par les caractères latins. كيف سمعتوا كذا اللغه الغورانس قصيتو غادون يانن عندها ثورتنس سكيلن الفلاتينيت ماشي انتفينا ويفنا تسمى ماشي غادي نضطر ليحكام سيتي كوا سا ميسيون
كيف تسمى ما جينا دكين ماتن d'Algérie. Oui, l'IRCAM, c'est, d'après les statuts, d'après les statuts de l'IRCAM, l'IRCAM, c'est d'abord l'Institut royal de la culture amazigh. Donc, d'abord, dans le titre IRCAM, il y a culture amazigh. Tu vois, pas langue amazigh. Donc, c'est une culture. Et culture, c'est vague, c'est pas précis du tout. Culture, c'est très large. C'est très large. Alors qu'on a Académie Mohamed VI de la langue arabe. Tu vois, ça c'est langue, ça c'est culture. Ça c'est la première des choses. D'ailleurs, dans les statuts de l'IRCAM, c'est écrit que c'est une organisation consultative. Elle est consultative, donc le roi, il lui demande conseil, l'IRCAM, il lui donne. C'est un institut académique, il fait des recherches sur Tamazirt et tout ça. Donc, ils ont fait un dictionnaire, ils publient des livres. C'est intéressant ce qu'ils font comme dans ce domaine-là. Mais pour, par exemple, ce qui a créé la polémique, c'est l'usage de New Tifinagh. Donc, c'est du Tifinagh, l'IRCAM l'appelle le New Tifinagh. Donc, ils ont changé au moins 15 lettres. Ils ont inventé des lettres qui ne sont même pas dans le Tifinagh ancien, ni moderne, ni rien du tout. Donc, ils ont inventé des lettres pour empêcher, ils ont inventé des lettres, ils ont ajouté des lettres pour faire un nouveau Tifinagh. Je crois que d'abord Tifinagh il a été décédé, je crois, en 2013. Je crois que c'était en 2013. Je n'ai pas la date exacte, mais je crois que c'était en 2013. En 2003, désolé. Ouais, en 2003, oui, il a été décédé en 2003, peut-être, je crois que c'était en 2003 ou en 2002, que Tifinagh est la graphie officielle de Tamazirt. Alors que Tamazirt n'est pas encore langue officielle. Donc, il sera langue officielle en 2011. Donc, on a choisi d'abord une graphie officielle avant que la langue soit officielle. Et je crois personnellement que le fait d'adopter une graphie, ce que l'IRCAM appelle le New Tifinagh, était pour but de couper tous les liens entre les Imazighes de Maroc et les autres Imazighes. Parce que les Kabyles, avant ça, on écrivait avec le Tifinagh de l'Académie berbère, utilisé aussi en Kabylie. Donc, personnellement, je peux lire une pancarte ou un texte en Tifinagh sans problème. Donc, je lisais des textes dans ABC Amazigh en Tifinagh, alors qu'il paraissait à Alger, sans problème. Mais maintenant, c'est impossible, par exemple, de lire qu'un Kabyle lise un texte écrit en Tifinagh, entre guillemets, marocain, en Tifinagh. Ça, c'est sur le côté du Tifinagh, le Tifinagh. Pour le latin, même le latin, ils l'ont massacré. Tous les livres, par exemple, sortis, publiés par l'IRCAM en graphie latine, ne respectent aucune règle, des règles, par exemple, établies par l'INALCO, qu'on utilise, par exemple, actuellement, que j'utilise moi dans mes romans, ou qui sont utilisés un peu partout. On se retrouve avec des textes vraiment charcutés, qui n'ont aucun sens. Pourquoi? Parce qu'il adapte le Tifinagh, le latin au Tifinagh. Donc, il met des textes en latin pour qu'il les converse par la suite par un logiciel précis en Tifinagh. Donc, ils écrivent le latin sans trait, sans aucune règle, et même sans les E. Tu vois, on a par exemple, il dit, on va l'écrire sans aucun E. Et on n'arrive même pas à le lire. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut appuyer, quand est-ce qu'il faut aller jouer. Il n'y a rien. Et c'est un massacre. Personnellement. Voilà, j'arrête ici. Je vous invite à voir toute l'émission parce qu'elle est intéressante. Voilà, Nabdallah. Moi, je suis absolument heureux d'entendre le jeune Axel Azargui intervenir de cette manière-là. Et je pense que plus clair que cela, je ne dirais pas tu meurs, mais tu vis. OK? Alors, donc, je suis rassuré qu'au Maroc, il y a une prise de conscience sur les pièges qui ont été posés et que j'ai dénoncé tout à l'heure, que j'ai en tous les cas traité tout à l'heure, en vous disant que c'était un piège mortel que de transcrire Tamazirt avec
des caractères vieux, terminés, qui ne sont bons qu'à pour des sciences humaines, telles que l'archéologie, etc. Je suis vraiment rassuré qu'au Maroc, il y a une prise de conscience extraordinaire. Et le dernier exemple qu'il vient de dire, de traiter à propos de l'absence du E, qui est une semi-voyelle. Salim Shakar lui a trouvé une appellation extraordinaire, c'est un lubrifiant. Il rend la langue coulante, claire, belle. Vous voyez, hein, donc, pourtant, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est vrai, c'était un piège. Voilà. Merci, Rachid, d'avoir. Si tu peux m'envoyer toute l'interview, Ouais. particulièrement, ce serait magnifique. Je le félicite en tout cas, Axel. Bravo, bravo, Axel. Bravo. Jafar, à toi de continuer, Jafar. Oui. Je pense quelque chose à Abdenour, mais il y a complément d'information, mais je vais venir de tu as répondu aux questions, besoin aussi des explications, des informations qu'on ne connaissait pas, hein, notamment les anecdotes que tu nous avais racontées. Par rapport, enfin les anecdotes, hein, les informations, notamment avec la discussion et par rapport à son arrestation et le déroulement de l'arrestation, et ensuite ce qui a enclenché les événements pour, grâce, je dirais, à l'époque c'était malheureux parce que c'était une souffrance, mais c'est les événements qui nous ont libérés après, qui ont libéré mais qui nous ont permis aujourd'hui de parler comme ça librement, et de continuer à espérer, surtout. Et puis, surtout d'avoir accepté comme ça. Je ne m'attendais pas. Parce qu'il va être certainement très pris, donc on sait que tu es pris. Mais avec beaucoup de plaisir de nous offrir comme ça sur le plateau cette discussion et cet échange, c'est vraiment un beau cadeau. Qui est personnellement, déjà avant ça, hein, donc les interventions uniques, elles sont toujours pertinentes. Aucun intérêt derrière, ni une association, ni une organisation, en tant qu'homme libre. Alors, ça, c'est important. Donc, la parole unique, ça a un zèle, ça a un impact. Juste pour dire, sur le YouTube, on a des pointes de 110 visionnages réguliers. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Je crois que c'est l'intérêt aussi de l'intervention et de l'intervenant qui font que voilà. Les échanges, pendant longtemps, on a fait déjà plus de 2h30. Ah, d'accord. Ah oui. On espère organiser encore dans le futur sur d'autres thèmes. Tout ce qui se rapporte à la culture berbère, donc toutes ces dimensions, quelqu'un, on espère qu'on leur fera l'occasion. Rachid, je sais qu'il ne va pas lâcher l'affaire. Il va. Puisque tu as parlé de visionnement, on a eu une pointe de 105 qui est à 95. Elle est les noms directs à 80. Mais attends, ça apparaît en différé, puisque le lien il va rester sur Tuki 5. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées, mais grosso modo, tu les as abordées au fur et à mesure. On n'a pas pris la peine de les lire. Il y en a certains qui nous ont dit pourquoi Abdel Abdeslam n'a pas parlé du printemps noir. Je pense que le printemps noir, c'était un autre live à part. On va revenir sur le printemps noir, spécialement pour le printemps, parce qu'il a beaucoup de. C'était un acteur. Là, Abdel Abdeslam était un acteur du printemps noir, très présent dedans. Donc, il a beaucoup de choses à nous raconter sur ça. Je suis un autre live, probablement la semaine prochaine. Tu es d'accord? Ah oui, d'accord. OK. Donc, on va. Effectivement, comme tu le dis si bien, Rachid, l'événement de 2001
ne peut pas être balayé comme ça en 5 minutes, c'est pas possible. Il faut effectivement peut-être lui réserver une émission, je suis à votre disposition. Il faut seulement m'avertir au moins 3 ou 4 jours avant. Très bien. Donc, on va coordonner avec Jafar pour une autre live la semaine prochaine, j'imagine, pour ne pas s'éloigner. ولا خلينا نذكر الموis d'avril. Voilà, il a خليك شمرمي, il a خليك الموis d'avril pour la symbolique. كاينين كفير سي تمام مخرج جعفر ما كفير et puis un mot de la fin. Un mot de la fin. Je te laisse à Rachid. Je te laisse à Rachid. Les mots de la fin. Donc, il est vrai qu'on a remercié dernier nouveau chien Rachid, les membres de l'association de culture berbère de Mulhouse, le bureau, Fanna Sardagin, Abdrazek. Mais après oui, moi j'écoutais attentivement. Je tiens vraiment à remercier M. Abdeslam et surtout pour la justesse des mots qu'il a utilisés. C'est vraiment impeccable. Voilà. Merci à Massine qui a activement participé. Le voisin de Nardagui, l'Allemagne, D'accord. 45 minutes balak en voiture. C'est tout. Voilà, exactement. Massine, c'était un grand milieu. بغاسينا كان سيني مسلاين يقولنا في عبد النور وعبد النور ترى والتورا peut-être la semaine prochaine تمسلايض كان بربر امازيغ ainsi de suite. À mon avis, il faut employer le mot kabyle. Et la même si je conçois que mais à relater tout ça, ça va aller loin. Moi, je pense que ouais. Tout ce qui se fait finalement, c'est kabyle. D'ailleurs, le mot berbéragien, il a été dévié. Il a été dévié de son sens politique par les gouvernements fantoches du Maroc et de l'Algérie. Le Maroc, il essaye de diviser le Ziron, le Khoubaï, le Bogarassim. Il faut aller vraiment droit au but. J'ai une réponse à vous donner là-dessus. Vous savez, toute la documentation historique est répandue dans le monde entier. Ils ne savent pas ce que c'est le mot amazigh, mais ils savent ce que c'est que le mot berbère. Donc, l'évolution, elle est nécessaire, comme vous le dites, oui, mais il ne faut pas aussi empêcher des référentiels, même si c'est des qu'un mot, de continuer à être efficace, de continuer à être rentable. Vous allez, je ne sais pas moi, en Chine, vous allez leur dire je suis amazigh, ils ne savent pas ce que c'est. Mais être berbère, ils le savent. Donc il faudrait qu'on assume, qu'on revendique, qu'on célèbre le mot berbère. Ils ont beau essayer de faire des choses au Maroc, un peu partout ailleurs, de toute façon, ils n'ont pas réussi, et de faire, bien entendu, avancer l'appellation amazigh. Mais je ne pouvais pas être un kabyle si je n'étais pas amazigh. Ça, c'est une évidence. Ouais, je ne peux pas être un rifin si je n'étais pas amazigh. Je ne peux pas être shawi si je n'étais pas amazigh. Donc, c'est un lieu géographique important, c'est vrai, la Kabylie a toujours été au devant des luttes au niveau nord-africain, donc un territoire très, très, très important. Les témoignages, on les connaît, on en a entendu tout à l'heure celui d'Axel. Effectivement, dans le monde entier, quand il y a un problème de cette nature-là, il y a toujours un bastion sociologique qui prend les devants. Ça a toujours été comme ça dans le monde entier. Et c'est ce qui se passe pour ce qui concerne la majorité. La Kabylie est le bastion sociologique qui a réussi à engager la réflexion là-dessus. Alors, pour terminer, tout à l'heure, le gouvernement, vous savez que j'interviens sur Cheikh Mohamed El-Hussein, j'essaye de remplacer l'islam par la pensée de Cheikh Mohamed El-Hussein.
je ne sais pas si vous permettez que je vous le dise. Hein, vas-y, vas-y. Oui, oui. Alors, mais là, je suis obligé de dire Sqbaylit. Ça n'a pas. Je n'ai pas pu le traduire. Il est Youn. Il est خدم ديال الخلاينس يفرس تيزمرين يستسديتنت ينغشيتنت يتسمو يزولارا خاطر كواش الجماعه غير اللي غيميرني اقسيطا راه مي قدر الشيخ محمد ماشي دوله يركزني غاكني ديما مديت بدي يتسمو يزولارا الجماعه يا جنسن الجماعه يا جنيه يضنا غبن هذا يتوحسب هذا ماشي يخدم ربي هذا يشط ويطي سارع نغما يطص يتصوغ از كان الصباح يروح على الشيخ محمد الحسين إذا شي كي يقول لنا الصباح زين إني أنا الشيخ نقدر لا شو قال له إني نخدم معايا دويا خدم معايا دويا كرزاغ نغشاغ السازدياغ شي الكرا ديال التمرين تشوغ الغرا الجماعات ولا الشيخ وليد أمين إني التمرين يخدمها إني سنعم إني سي زرير أمي فكيد البركة نتزمرت فكاك البركة نتزمي كان مقل عبد النور جو بونس في رمضان مليح ماسين اما سين خاطر بلي عبد النور سي l'un des éléments clés de l'autonomie de la Kabylie Midfakan. Je pense il y a une malcompréhension, il va dire. C'est pas une mauvaise compréhension, c'est pas une mauvaise compréhension. Non, il a bien parlé. Je crois lui avoir bien répondu. C'est tout. Il n'y a pas de. Massine, Tamazir, dans le cadre peut-être géopolitique, Tamazra, d'accord. Mais ثلاث شاويث, ثلاث قبايليت, ثلاث مزافيت, ثلاث تنقيت, مثل هذا Tamazir en tant que tel. Sur le plan géopolitique, là, géographiquement, on appartient à un monde qui s'appelle Tamazra. Mais en tant que langue qui sera la même à travers toute l'Afrique du Nord, je pense que, à mon avis, enfin, c'est pas. Tel que je te connais, tu es pour la Kabylie comme langue. Non, mais écoute, Rachid, je viens de dire que dans toutes les luttes qui concernent à peu près notre cas, il y a toujours un bastion sociologique qui s'impose. Et donc, c'est ce que j'ai dit. C'est clair. Wow. Mais écoutez, qu'est-ce que c'est que la langue espagnole? C'est le parler de questionner. Qu'est-ce que c'est que la langue arabe? C'est le parler des Qurayshites. Qu'est-ce que c'est que la langue française? C'est la langue de Paris. Mais c'est Quraysh, Paris, je ne sais pas quoi, ont été des bastions sociologiques qui ont été des fers de lance, les premiers à prendre en charge tout cela. Et naturellement, c'est toujours de quelque part que la chose se dessine et se déclare. Pour notre cas, c'est clair, ce n'est pas moi qui dois le dire. Ce sont les Marocains qui le disent. Ce sont les Chaouis qui le disent. Ce sont les Targuis qui le disent. Ils disent tous, sont tous d'accord à dire que le combat a été mené par les Kabyles, la production a été menée par les Kabyles, la configuration a été menée par les Kabyles. Il est tout à fait normal. Ils sont prêts psychologiquement à accepter que la future langue qui va être la pan nord-africaine, ce sera le kabyle, ça c'est clair. Il n'y a pas eu de contradiction, pas du tout. Je lui ai seulement expliqué que si je suis... Lui, il n'a pas très bien expliqué ce qu'il parlait de langue ou il parlait d'identité ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai dit que chacun d'entre nous est ce qu'il est, mais il ne peut pas oublier qu'il est d'abord un Mazer. Bon, après, bien sûr que dans le monde entier, il y a toujours un endroit qui prend en charge le tracteur. Et la Kabylie a toujours été le tracteur, justement, de tous les événements, de la contestation, du politique, tout ce que vous voulez, et y compris de l'instauration du parler kabyle qui va être effectivement la future langue partagée par tous les espaces géographiques berbérophones. Tu es convaincu, Massine? Non, justement, il faut que je corrige Enidi. Non, moi, je n'ai jamais parlé de langue ou de culture. J'ai simplement parlé de la Kabylie. Voilà. J'ai simplement parlé de la Kabylie. Je suis convaincu, dans les événements de 80, je suis convaincu
qu'une Kabylie forte, c'est une Kabylie qui peut aider aussi les autres pays, que ce soit le Maroc, dans l'Algérie. Ainsi, moi, je suis pour l'indépendance de la Kabylie parce que je suis. C'est un autre débat. C'est un autre débat, c'est vrai. C'est un autre débat. C'est vrai. Mais dernier, parler du printemps berbère, printemps, je ne sais pas, amazigh, ainsi de suite, alors que c'est un printemps kabyle, il faut assumer l'histoire de la Kabylie. Je suis d'accord avec toi que la Kabylie, c'est le bastion. Dans l'histoire, dans d'autres pays, c'est la même chose. Vrai, tu sais que tu as été en Chine, sur le mot berbère, ainsi de suite. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. L'Allemagne, c'est le mot amazigh. C'est le mot berbère. Le mot berbère, c'est tout. Yeah. Mais je pense que, d'ailleurs, j'ai discuté dans les années 80, Ougd Saïd, à Kinoural, mais il faut d'abord Saïd Sadi, il faut d'abord une Kabylie forte. Soyons d'abord forts et après, un Wali, on va aider les autres et ainsi de suite. Mais là, c'est un combat, c'est un combat qui va mener loin. Non, voilà, exactement. C'est pas parce qu'on est je pense خلينا نقول تسميس عبد النور هذه صحة غوص لا طيب بابا الصحراء mais ça va pas non oh là là petit violent donc جابوا مود l'affaire Jafar Tidiner Tanmir encore une fois. Donc il y a la richesse du débat et ça montre qu'il y a la diversité dans le débat. À nouveau à Abnor pour l'excellent débat, ton excellente intervention. Artimilis, Tanmir Rachid, Tanmir TQ5. Il y a encore, on est au pic de 107 visionnages en live, encore sur YouTube, là, à l'instant même. Et ça démontre l'intérêt que les gens ils ont suivi jusqu'au bout. Tout à fait. Merci. Tanmir Tamqrat, Artimilis, je te laisse à Rachid conclure. تنمية النوان c'est toujours un plaisir ما تنسيو عبد الله عبد السلام غادي تكتيكي تكتيوني الناس tu seras t'abonner parce que tu auras la raison d'être de toutes les chaînes du monde même les grandes chaînes et tu viens de France 24 تقارن الغاشين سن abonnez-vous à YouTube de France 24 de Al Jazeera et compagnie ديال هنايا نقول حتى يقبلين وفهمنا l'importance de s'abonner c'est suffit pas de voir et ça coûte rien du tout حتى كان تكليك يمكن abonnez-vous parce que le nombre y a pas c'est pas une question d'argent c'est une question d'influence les chaînes qui YouTube qui ont des centaines de milliers d'abonnés des millions d'abonnés sur le plan publicitaire Massine au passage je vais le préciser un des actionnaires de TQ5 ils savent de quoi je parle quand on va approcher des grandes compagnies pour les publicités genre Air Canada شحال ديني شحال سام لي زابوني ديال يوتيوب تاعو انا ميم با شحال سام الغاشيه شحال سام يوتيوب سي بور سا اون انسيست سور لو مو abonnez-vous s'il vous plaît tu vois on fait mal comme ça كاين abonner on néglige trop les choses on laisse passer les choses non abonnez-vous tout le monde insiste sur ça ولي وانت كاع merci وتنميت نون merci انا درتي دوني انا درتي دون يلا مكاز Avant, je garde le lien de le débat avec le Marocain, l'écrivain marocain. Ah, bah tu as bien fait, oui.